Un millionnaire trouva une femme sans abri, Ava, tremblante sous la pluie dans une rue parisienne et l'invita à passer une nuit chez lui. Le lendemain matin, en se réveillant, il se mit à pleurer en voyant ce qu'elle avait fait avec sa fille. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Les couloirs de l'hôpital des enfants étaient silencieux cette nuit d'orage, sauf dans la chambre 108, où Ava, une mère de 35 ans, tenait la petite main de sa fille Emma, âgée de 8 ans. Ses doigts tremblants caressaient les boucles sombres de la fillette, désormais privée de l'éclat qui les illuminait jadis. Le bruit du moniteur cardiaque se mêlait au fracas de la pluie tandis qu'Ava ajustait la couverture d'Emma, recouvrant son petit corps qui paraissait encore plus frêle dans le lit d'hôpital. La poupée préférée d'Emma, usée par tant d'amour, restait fidèlement à son côté. « Emma, mon amour, souviens-toi de ce que maman dit toujours. Nous sommes les guerrières les plus fortes du monde, tu es ma petite héroïne. » L'orage redoubla d'intensité, et Emma s'agita dans son lit. Ava, encore en uniforme de son service de l'après-midi au bistrot, observait chaque mouvement de sa fille. Les murs de la chambre étaient décorés de dessins colorés, de princesses, d'arc-en-ciel, et d'une image où Emma et Ava se tenaient par la main sous la pluie, toujours sous la pluie. Près du lit, une petite table contenait les affaires d'école qu'Ava apportait chaque jour, déterminée à maintenir un semblant de normalité dans la vie de sa fille. « Maman, raconte-moi encore cette histoire de quand je suis née, celle où il pleuvait et où tu disais que j'étais venue avec la tempête pour apporter de la lumière dans ta vie. » Soudain, Emma se crispa, ses petits doigts s'agrippant au drap. Ava reconnut les signes d'une crise imminente, les mêmes qui la réveillaient en pleine nuit depuis des mois. Ses mains déjà marquées par le travail commencèrent machinalement les exercices de respiration que le kinésithérapeute lui avait enseignés. Le visage autrefois souriant d'Emma, avec ses petites fossettes, se contorsionnait maintenant dans une expression de douleur qu'aucun enfant ne devrait connaître. « Respire avec maman, princesse, jouons à souffler des bulles, tu te souviens ? Doucement, comme on a pratiqué. Voilà, mon amour, tu es si courageuse. » Un éclair illumina la chambre, projetant des ombres menaçantes sur les murs. Emma tremblait, non par peur de l'orage, qu'elle avait toujours aimé, mais de douleur. Ava se mit à chanter doucement, tentant de cacher sa propre peur tout en poursuivant les exercices de respiration. Il était une fois une petite princesse qui n'avait pas peur des tempêtes. Elle dansait et tournoyait sous la pluie, transformant chaque goutte en étoile. Les moniteurs émirent des alertes plus urgentes. Emma, encore consciente mais visiblement affaiblie, serra la main de sa mère et regarda le dessin de l'arc-en-ciel sur le mur. Ses grands yeux sombres, si semblables à ceux de sa mère, brillèrent d'une dernière étincelle de vie. « Maman, regarde, l'arc-en-ciel de mon dessin brille vraiment, et il y a tellement plus de couleurs que dans mon dessin. Et il y a des anges aussi, ils dansent sous la pluie. » Juste après ces mots, les machines se mirent à sonner des alarmes urgentes. Le cœur d'Emma s'était arrêté. Le docteur et son équipe arrivèrent en trombe dans la chambre. « Code bleu. Commencez le protocole de réanimation, immédiatement. » ordonna le docteur, se positionnant pour les compressions thoraciques. Une infirmière éloigna doucement Ava du lit tandis qu'elle regardait l'équipe lutter pour la vie de sa fille. Ses jambes tremblaient, mais elle resta debout, ses lèvres murmurant une prière silencieuse. « S'il vous plaît, sauvez ma petite fille. Emma, regarde maman, mon amour, tu m'as promis qu'on danserait sous la pluie pour ton anniversaire. » Chargé à 200, commanda le docteur Hélène. Le choc fit sursauter le petit corps d'Emma, mais le moniteur resta plat. « Augmenté à 250, préparez l'épinéphrine, » dit le docteur. Aucune réponse. « Pression toujours zéro, » informa une des infirmières, le visage tendu. Pendant 20 minutes, l'équipe travailla sans relâche, choc, médicaments, compression, dans une danse frénétique contre le temps. L'orage grondait dehors, comme si le ciel partageait l'angoisse de cette chambre. Finalement, après un dernier essai, le docteur Hélène regarda l'horloge au mur, ses mains tremblant légèrement. « Heure du décès, 23h47, » déclara-t-elle, la voix étranglée d'émotion. Ava s'approcha du lit, les jambes vacillantes. « Non, arrêtez pas !» Ava se précipita vers le lit, repoussant une des infirmières, ses mains tremblantes essayant de faire des compressions sur le petit torse d'Emma. « Reviens, ma fille, reviens vers maman. Emma, s'il te plaît !» 2 semaines s'étaient écoulées depuis cette nuit fatidique. L'orage battant les rues semblait narguer Ava, qui errait désormais sans but. Elle avait tout perdu, sa maison, ses économies, tout vendu ou mis en gage dans une tentative désespérée de sauver Emma. À présent, portant les mêmes haillons depuis des jours,
elle rejoignait les rangs invisibles des sans-abri de la ville, dormant sous des porches et se nourrissant de restes. Le vent cinglant la poussa vers le quartier le plus riche de la ville. Ses mains autrefois douces étaient maintenant calleuses et sales, serrant un sac plastique contenant son unique trésor, une photo d'Emma, jaunie par le temps. Le tonnerre résonna dans le ciel alors qu'elle traînait ses pas jusqu'aux grilles d'un manoir imposant, cherchant un abri sous l'entrée couverte. « Emma, tu me disais que j'étais une super-héroïne, mais regarde ta maman maintenant » murmura-t-elle en caressant la photo trempée par la pluie. Charles Montrose observait la scène depuis la fenêtre du 2e étage. Quelque chose dans cette femme sans abri attira son attention, peut-être la manière dont elle tenait cette photo, ou peut-être le destin jouant encore de ses tours. Son cœur, encore meurtri par la perte récente de son père, reconnut dans cette silhouette solitaire une douleur familière. « Je ne peux pas la laisser dehors sous cette pluie », murmura-t-il, attrapant un parapluie. Il traversa le jardin, ses chaussures s'enfonçant dans les flaques, et s'approcha d'Ava. Le contraste entre eux était frappant, lui dans son impeccable costume italien, elle en haillons sale et trempé. « Vous ne pouvez pas rester ici sous cette tempête, madame, dit Charles d'une voix douce. S'il vous plaît, acceptez un abri. Je m'appelle Charles. Comment vous appelez-vous ? Ava leva les yeux, surprise par cette offre inattendue. Depuis des semaines, les gens passaient devant elle comme si elle était invisible. Ses mains tremblaient en serrant son sac plastique contre elle, protégeant le dernier souvenir qu'elle avait d'Emma. « Je m'appelle Ava, mais je ne mérite pas votre gentillesse, » murmura-t-elle d'une voix rauque, éteinte par tant de larmes. « J'ai tout perdu en essayant de sauver ma fille. Maintenant, je ne suis plus qu'une mendiante. » Charles fit un pas en avant, la protégeant de la pluie avec son parapluie. Son regard se posa sur la photo froissée qu'elle tenait si précieusement, et quelque chose changea dans son expression. « Je sais ce que c'est de perdre quelqu'un qu'on aime. S'il vous plaît, même si ce n'est que pour cette nuit, acceptez un toit et un repas chaud. » Ava hésita, ses jambes tremblant de fatigue et de froid. Il y avait des semaines qu'elle n'avait pas dormi dans un lit, senti la chaleur d'un endroit abrité. Son regard alla du visage bienveillant de Charles à l'imposante demeure derrière lui, et l'espace d'un instant, la honte de sa condition actuelle la fit reculer. « Je ne fais plus partie de ce monde, je ne peux pas. Chaque être humain mérite la dignité, » dit Charles en tendant doucement la main. « Laissez-moi vous aider, un pas à la fois. » Ava doutait de cette gentillesse. « Comment puis-je faire confiance, alors que le monde m'a tout pris ?» pensa-t-elle. Mais sa main tremblante finit par attraper celle de Charles. Le chemin jusqu'à la porte du manoir lui sembla interminable. Chaque pas était une lutte entre sa fierté blessée et le besoin désespéré de se mettre à l'abri. Ses jambes vacillantes la soutenaient à peine, et elle dut s'appuyer sur Charles plus d'une fois. De l'eau s'écoulait de ses vêtements en lambeaux, laissant une traînée humide sur les marches de marbre de l'entrée. « Mes vêtements, je salis votre sol », murmura-t-elle, honteuse, s'arrêtant au seuil de la porte. « Cela n'a pas d'importance, ce qui compte, c'est que personne ne devrait être dehors par une nuit comme celle-ci. » Ce n'est qu'après cette ultime hésitation qu'Ava franchit le seuil. L'intérieur du manoir était chaleureux et accueillant, un contraste brutal avec les rues glaciales où Ava avait passé les dernières semaines. Les lumières douces révélèrent son état pitoyable, ses pieds nus et meurtris, ses vêtements trempés collant à son corps trop mince, son visage marqué par la faim et le désespoir. « Tout le monde dans la rue n'a pas choisi cette voie, » dit Charles doucement, la guidant à l'intérieur. « Certains y ont été poussés par la cruauté de la vie. » En haut de l'escalier, une porte s'ouvrit silencieusement. Julia, la fille de 10 ans de Charles, observait la scène avec des yeux curieux et compatissants. Quelque chose dans son visage angélique serra le cœur d'Ava, elle avait exactement l'âge d'Emma. « Papa, qui est cette dame ? Est-ce qu'elle va bien ? Il y a quelque chose dans son regard. » murmura Julia en descendant quelques marches, si triste et perdue, comme maman avant de partir. Soudain, l'air fut coupé par un bruit qui fit frissonner Ava. Julia commença à tousser violemment, de la même manière qu'Emma avait l'habitude de tousser. Le même son sec et angoissant, les mêmes convulsions de son petit corps. Ava reconnut immédiatement les signes, ils étaient identiques à ceux qui précédaient les crises d'Emma. « Non, ce n'est pas possible », murmura Ava, les yeux écarquillés d'horreur. « C'est la même toux, le même son qu'Emma faisait. » La scène se déroula comme dans un cauchemar au ralenti. Julia chancela dans les escaliers, ses petites mains agrippant la rampe alors que la toux secouait son corps. Charles se précipita pour soutenir sa fille, mais Ava montait déjà les marches, guidée par un instinct maternel que même la misère n'avait pu effacer. « Charles, elle a besoin d'aide, maintenant !» cria Ava, oubliant un instant sa condition de mendiante.
je reconnais ces symptômes, faites-moi confiance. La pluie continuait de battre dehors, mais à l'intérieur du manoir, le temps semblait s'être arrêté. Ava, la mendiante qui frémissait encore sous les grilles quelques minutes auparavant, tenait maintenant Julia dans ses bras, avec l'expérience de quelqu'un qui avait déjà vécu ce cauchemar. Son regard croisa celui de Charles, et à cet instant, quelque chose changea entre eux, une connexion forgée par la douleur et la peur. Ma fille avait les mêmes symptômes, dit Ava, la voix tremblante. Et je jure, sur sa mémoire, que je ne laisserai pas cette petite fille subir le même sort. À cet instant, Julia eut une crise violente, ses yeux roulant en arrière. Le bruit aigu de sa respiration résonnait dans les couloirs du manoir, se mêlant au grondement de l'orage dehors. Charles et Ava se regardèrent, unis par la peur et l'espoir, alors que la pluie continuait de tomber sans pitié sur la ville. « S'il vous plaît, mon Dieu, » murmura Ava, « ne prenez pas un autre enfant. Je ne peux pas voir une autre famille enterrer leur fille, comme j'ai enterré la mienne. » Forte de son expérience des nombreuses crises similaires, Ava réagit rapidement. Ses mains, bien que tremblantes de faim et de froid, bougeaient avec précision lorsqu'elle plaça Julia sur le côté, sur les marches. Charles, paralysé par la peur, observait cet inconnu, recueilli aux grilles de son manoir, gérer la situation avec une autorité surprenante. « J'ai besoin d'un coussin et d'un verre d'eau, » ordonna Ava, gardant sa voix stable malgré la panique dans ses yeux. « Et il faut l'emmener dans un endroit plus chaud. Où est sa chambre ?» Ils emmenèrent Julia dans sa chambre à l'étage. La petite continuait à convulser, ses membres s'agitant de manière incontrôlable. Ava appliqua les techniques qu'elle avait apprises des kinésithérapeutes d'Emma, des gestes doux mais fermes pour contrôler la respiration de l'enfant, forte de sa douloureuse expérience. « Respire avec moi, petite », murmura Ava, démontrant le rythme de respiration lent, comme si elle soufflait une bulle de savon. Peu à peu, le corps de Julia se détendit sous les soins précis d'Ava, la crise se calma, laissant place à une enfant épuisée et apeurée. Charles, ébahi et terrifié, regardait cet inconnu sauver sa fille avec des techniques qu'elle semblait avoir acquises dans les moments les plus durs. « 3 ans de soins pour ma petite Emma, » répondit Ava en vérifiant les signes vitaux de Julia. « Chaque crise était une nouvelle leçon, mais votre fille est hors de danger, maintenant. Emmenez-la chez le médecin pour vérifier ses symptômes. » Après que Julia se soit endormie, Charles conduisit Ava dans la cuisine du manoir. Le contraste entre le cadre luxueux et ses vêtements trempés la fit rougir de honte, mais la faim était plus forte que l'embarras alors qu'elle savourait son premier repas chaud depuis des semaines. Charles l'observait, encore en train de comprendre comment cette femme trouvée à sa porte avait sauvé sa fille avec tant de compétence. « Il y a une chambre d'amis au bout du couloir, » dit-il, rompant le silence. « Et des vêtements propres qui devraient vous aller. Restez autant que vous en avez besoin. » Ava leva les yeux de son assiette, surprise par cette offre. Ses mains encore tremblantes serrèrent la cuillère plus fort. « Je ne peux pas accepter, vous avez déjà fait beaucoup en me donnant à manger, » murmura-t-elle. Mais Charles l'interrompit gentiment. « Vous avez sauvé ma fille aujourd'hui, et quelque chose me dit que j'aurai peut-être encore besoin de votre aide. » Il insista, « Personne ne devrait dormir dans la rue, pas après avoir tout perdu en essayant de sauver un enfant. » Après le repas, une domestique silencieuse la guida jusqu'à la salle de bain de la suite pour invités, où des serviettes douces et des articles de toilette neufs l'attendaient. Lorsque l'eau chaude toucha sa peau pour la première fois depuis des semaines, Ava ne put retenir ses larmes. Elles se mêlèrent à l'eau de la douche alors qu'elle lavait la saleté de la rue, tentant de ne pas penser à la façon dont sa vie avait basculé depuis la mort d'Emma. « C'est comme un rêve de pouvoir prendre une douche chaude, » murmura-t-elle pour elle-même. « Emma, est-ce toi qui m'as guidée ici ?» Vêtue d'un doux pyjama laissé sur le lit, Ava s'assit au bord du grand lit, presque effrayée de s'y allonger. La chambre était plus grande que tout son ancien appartement, décorée dans des tons apaisants de bleu et de beige. Ses doigts caressaient les draps en coton égyptien, si différents du carton dur sur lequel elle avait dormi ces dernières semaines. Comme la vie peut changer, pensa-t-elle, se laissant enfin s'allonger. Hier, dans la rue, aujourd'hui, dans un manoir, tout cela parce qu'une petite fille a les mêmes symptômes que mon Emma. Avant de céder au sommeil, Ava se rendit une dernière fois dans la chambre de Julia. La petite dormait maintenant paisiblement, sa respiration plus régulière. L'espace d'un instant, elle vit le visage d'Emma se superposer au sien, le même teint, le même âge, la même fragilité apparente. Elle ajusta la couverture de la petite fille et retourna dans sa chambre, laissant la porte entr'ouverte pour entendre tout bruit d'urgence pendant la nuit. « Dors bien, petite Julia », murmura Ava déjà allongée. « Demain, notre combat commence, et cette fois,
je jure que la fin sera différente. » Le lendemain matin, le soleil venait à peine de se lever quand Charles ajusta sa cravate devant le miroir, ses yeux fatigués trahissant la nuit agitée passée à s'inquiéter pour sa fille. Julia s'était stabilisée après qu'Ava lui ait appliqué les mêmes techniques de respiration qu'elle avait utilisées avec Emma, mais quelque chose dans le regard expérimenté de l'ancienne mendiante le troublait profondément. Avant de partir, il s'arrêta dans la chambre de sa fille, où Ava restait vigilante près du lit, les yeux attentifs à chaque souffle de la petite. « Je vais travailler tôt aujourd'hui, » murmura Charles en ajustant la couverture de Julia. « S'il te plaît, prends soin d'elle comme si elle était ta propre fille. » Les heures s'égrenaient lentement dans le manoir alors qu'Ava observait chaque mouvement de Julia. Ses années d'expérience avec Emma lui avaient appris à repérer les signes subtils de la maladie, la manière dont la poitrine de la petite fille se soulevait difficilement, le léger tremblement de ses mains pendant le sommeil, la pâleur qui commençait à s'installer sur sa peau juvénile. Chaque minute serrait un peu plus le cœur d'Ava, reconnaissant des schémas terriblement familiers. « Je ne peux pas en être certaine, » murmura-t-elle pour elle-même en vérifiant la température de Julia pour la 3e fois. « Mon Dieu, faites que ce ne soit pas la même maladie. Quelles sont les chances que cela se reproduise ?» Vers 2 heures de l'après-midi, Julia se réveilla en proie à une quinte de tout plus intense que la précédente. Ses petites mains s'agrippaient au drap alors que son corps se tordait en spasmes violents. Poussée par l'instinct et son expérience douloureuse, Ava positionna immédiatement la petite fille sur le côté, maintenant ses voies respiratoires dégagées. « Respire avec moi, ma chérie », murmura Ava, montrant le rythme de respiration, lent et profond, comme pour souffler une plume. Charles rentra plus tôt que d'habitude, son cœur alourdi par une prémonition inexplicable. Le silence du manoir fut brisé par un son qui glaça son sang, la même toux qu'il avait entendu la nuit précédente. Prenant les escaliers 2 par 2, il se précipita dans la chambre de Julia pour y découvrir une scène qui le paralysa. « Que se passe-t-il » cria-t-il en voyant Ava pratiquer des compressions sur sa fille. « Pourquoi ma fille ne respire-t-elle plus ?» Le corps de Julia était soudain devenu mou après une série de toux particulièrement violentes. Avec la précision de quelqu'un qui avait déjà vécu ce cauchemar, Ava entreprit immédiatement une réanimation cardiopulmonaire. Ses mains, qui tremblaient encore de froid et de faim quelques heures auparavant, se déplaçaient maintenant fermement et avec détermination sur le petit torse. « Appelez une ambulance, maintenant », ordonna Ava sans interrompre les compressions. « Elle montre les mêmes symptômes qu'Emma, ma fille, au début de sa maladie. Nous devons l'emmener à l'hôpital tout de suite. » Les minutes qui précédèrent l'arrivée de l'ambulance semblèrent une éternité. Ava continua les compressions, alternant avec des insufflations, tandis que Charles faisait les 100 pas en parlant au téléphone, les mains tremblantes. Le son rythmique des compressions résonnait dans la pièce, mêlé aux prières murmurées de chacun. « Allez, Julia, bats-toi » supplia Ava entre 2 compressions. « Je ne te laisserai pas partir comme Emma est partie. » À l'hôpital, l'équipe médicale travailla rapidement, connectant Julia à divers moniteurs et collectant des échantillons de sang. Charles, les mains pressées contre la vitre de l'unité de soins intensifs, observait sa fille comme s'il pouvait l'atteindre. Ava, quelques pas en arrière, gardait les yeux fixés sur les moniteurs, reconnaissant chaque signe, chaque chiffre, chaque schéma qu'elle avait mémorisé pendant la maladie d'Emma. « Les schémas sont identiques », murmura-t-elle plus pour elle-même que pour Charles. « C'est comme revivre un cauchemar, mais cette fois, je sais à quoi m'attendre. » Le médecin entra dans la salle d'attente avec une expression grave qu'Ava connaissait trop bien. C'était le même regard qu'elle avait reçu quelques semaines plus tôt, lorsqu'on lui avait dit qu'il n'y avait plus d'espoir pour Emma. Charles se leva immédiatement, ses jambes à peine capables de le soutenir. « Monsieur Montrose, je dois être direct », commença le médecin, la voix lourde. « Votre fille a une maladie génétique rare et extrêmement agressive. » Le diagnostic tomba comme une bombe. 15 jours, c'était tout le temps qu'il restait à Julia, selon les projections médicales. Charles s'effondra dans une chaise, les mains couvrant son visage alors que des sanglots silencieux secouaient ses épaules. Ava resta debout, son esprit rejouant frénétiquement chaque traitement, chaque tentative, chaque erreur et chaque succès qu'elle avait expérimenté avec Emma. « Je n'accepte pas ça », dit Charles, la voix étranglée. « Il doit bien y avoir quelque chose que nous pouvons faire, un traitement, un espoir. Ma fille ne peut pas avoir seulement quelques jours de vie. Elle ne peut pas. » Alors qu'ils discutaient des traitements et des alternatives possibles, un son aigu déchira l'air de l'unité de soins intensifs. À travers la vitre, ils virent Julia se tordre sur le lit, une tache rouge sur ses lèvres et l'oreiller blanc ne laissant aucun doute sur la gravité de son état. « Mon Dieu, non !»
s'écria Charles en courant vers la chambre. Je ne peux pas perdre ma fille aussi. L'équipe médicale se précipita pour s'occuper de Julia tandis qu'Ava retenait Charles, l'empêchant d'entrer dans la chambre. Ses propres yeux se remplirent de larmes alors qu'elle assistait à une scène qui ressemblait tant au dernier moment d'Emma. Chaque goutte écarlate semblait marquer un passage de temps impitoyable contre eux. 15 jours, murmura Ava, le regard fixé sur la petite qui luttait. Cette fois, je ferai différemment. Cette fois, je ne laisserai pas cela arriver. Nous devons remporter cette bataille. Le moniteur cardiaque clignotait frénétiquement, ses bips rapides marquant le rythme de la bataille qui venait de commencer. Ava serra la main de Charles, partageant une douleur qu'ils connaissaient tous deux trop bien. De l'autre côté de la vitre, Julia cessa enfin de tousser, mais le sang sur ses lèvres était un rappel cruel de l'urgence de la situation. « Aidez-moi à la sauver », supplia Charles en se tournant vers Ava, les yeux suppliants. « Vous êtes la seule qui comprenne ce qui arrive à ma fille. » La nuit tomba sur l'hôpital, mais aucun des deux ne quitta son poste de veille. Tout avait été nettoyé, mais l'image de Julia restait gravée dans leurs esprits comme un sombre présage. Julia dormait maintenant, sous sédation, tandis que les machines continuaient leur chant monotone, comptant les minutes d'une bataille qui venait de commencer. 15 jours, pensa Ava, les mains jointes en une prière silencieuse. Cette fois, le temps ne gagnera pas. Cette fois, je promets que ce sera différent. Les lumières froides de la salle d'urgence clignotaient sans cesse tandis que les moniteurs émettaient des alertes de plus en plus fréquentes. Le petit corps de Julia, maintenant connecté à divers tubes et machines, luttait un combat qui semblait de plus en plus impossible à gagner. Les médecins s'activaient frénétiquement autour du brancard, criant des ordres et des chiffres qu'Ava connaissait trop bien. Les mêmes chiffres, les mêmes expressions inquiètes, le même scénario qui avait précédé le départ d'Emma. La pression sanguine chute rapidement, avertit un des médecins en ajustant les médicaments. Les reins cessent de répondre au traitement. Charles, adossé contre le mur de la salle d'urgence, tremblait en voyant les médecins tenter de stabiliser sa fille. À ses côtés, Ava gardait les yeux fixés sur les moniteurs, son esprit analysant chaque nouveau symptôme, chaque complication, comparant mentalement avec les dernières heures d'Emma. « Pourquoi cela évolue-t-il si vite » murmura Charles, la voix étranglée. « Ils ont dit que nous avions 15 jours, pas. » Le foie de Julia montra à son tour des signes de défaillance, et les tests révélaient des chiffres de plus en plus alarmants. Sa peau prit une teinte jaunâtre qu'Ava reconnut immédiatement. Ses mains se crispèrent sur la rambarde du brancard tandis que son esprit hurlait à l'idée de revivre ce moment cruel. Le schéma est exactement le même, pensa Ava, le cœur battant irrégulièrement. D'abord les reins, puis le foie, exactement comme pour Emma. Une équipe de spécialistes entra en trombe, apportant plus d'équipements et de médicaments. Le son de leur voix se mêla au bip constant des moniteurs, créant une symphonie chaotique qui résonnait dans les couloirs de l'hôpital. Julia commença à trembler, ses petits doigts se contractant involontairement alors qu'un autre organe montrait des signes de défaillance. « Le pancréas est en train de lâcher », annonça l'un des médecins, la voix tendue. « La progression est beaucoup plus rapide que prévu. » Les machines commencèrent à biper encore plus frénétiquement lorsque le cœur de Julia montra les premiers signes d'arythmie. Charles tomba à genoux, ses prières désespérées se mêlant au chaos de la salle d'urgence. Ava, cependant, resta étrangement concentrée, ses yeux passant rapidement des moniteurs au visage pâle de Julia. Nous n'avons plus beaucoup de temps avant que le système circulatoire ne s'effondre complètement. Le chef de l'équipe médicale s'approcha de Charles, son visage grave portant le poids de décennies d'expérience. Ces mots, bien que doux, tombèrent comme des coups de marteau dans le silence momentané qui s'installa dans la pièce. Julia ne passerait pas la nuit, son corps abandonnait, organe après organe, à une vitesse que les traitements conventionnels ne pouvaient suivre. « Je suis désolé, monsieur Montrose », dit le médecin en posant une main sur l'épaule de Charles. « Je vous conseille de dire au revoir à votre fille tant qu'elle est encore consciente. » Charles vacilla jusqu'au brancard, ses larmes tombant sur le visage serein de Julia. La petite, malgré tous les tubes et machines, parvint à ouvrir légèrement les yeux en sentant la main de son père. Ses lèvres bougèrent comme si elle voulait dire quelque chose, mais aucun son ne sortit, seulement un faible soupir. « Ne me quitte pas, princesse », sanglota Charles en embrassant le front de sa fille. « Tu es tout ce que j'ai dans ce monde. » Ava observait la scène, un nœud dans la gorge. Ses propres souvenirs d'adieu se mêlaient au moment présent, ses yeux brûlaient de larmes non versées tandis que son esprit travaillait frénétiquement, repassant en revue chaque détail des derniers jours d'Emma, chaque traitement tenté, chaque alternative écartée.
Il doit y avoir quelque chose que nous n'avons pas essayé, murmura-t-elle pour elle-même, ses mains agitées. Quelque chose qui nous a échappé. Il fallait qu'il y ait plus de temps. Les minutes s'étiraient comme des heures alors que davantage de spécialistes étaient appelés, plus de tests effectués, plus de médicaments essayés. Le corps de Julia continuait de faiblir, système après système, dans une danse macabre qu'Ava connaissait trop bien. C'est alors qu'un souvenir enfoui refit surface, une conversation presque oubliée, un nom mentionné en passant durant les derniers jours d'Emma. « Attendez un moment », dit soudain Ava, sa voix perçant l'air tendu de la pièce. « J'ai besoin de passer un appel urgent. Monsieur Montrose, puis-je utiliser votre téléphone ?» Un des moniteurs commença à émettre un son plus aigu, indiquant que le cœur de Julia devenait de plus en plus instable. Les mains d'Ava tremblaient alors qu'elle se tournait vers Charles, ses yeux brillant d'une détermination féroce qu'il n'avait encore jamais vue. « Faites-moi confiance une dernière fois, je vous en prie, » implora-t-elle, la voix urgente. « Cela pourrait être notre dernière chance. » Charles sortit son téléphone sans hésiter et le tendit à Ava, qui le prit avec des mains tremblantes, composant un numéro gravé dans sa mémoire depuis les jours désespérés avec Emma. Ses yeux ne quittèrent pas le moniteur cardiaque de Julia pendant qu'elle attendait que l'appel se connecte. « Je ne te laisserai pas partir comme Emma est partie, » murmura Ava en serrant le téléphone. « Cette fois, je sais exactement quoi faire. » Après avoir raccroché, le visage d'Ava s'illumina d'un espoir qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Ses mains tremblaient encore lorsqu'elle rendit le téléphone à Charles, qui la regardait, partagé entre curiosité et désespoir. Le son des moniteurs continuait de remplir la salle d'urgence, mais il y avait désormais quelque chose de différent dans son regard, une lueur de détermination forgée par des années de douleur. « Il y a une chance, » dit-elle, sa voix ferme pour la première fois depuis des heures. « Le docteur Collins arrive. Il a un traitement expérimental qui pourrait aider Julia. C'est un traitement coûteux, mais il pourrait l'aider, peut-être même la sauver. » Le médecin arriva à l'hôpital en un temps record, portant une mallette argentée qu'Ava reconnut immédiatement. C'était la même qu'elle avait vue durant les derniers jours d'Emma, quand ce traitement était son ultime espoir, un espoir qu'elle n'avait pu réaliser à cause du coût astronomique. Elle avait alors dû se contenter du traitement couvert par l'assurance santé. Le médecin salua Ava d'un regard mêlé de reconnaissance et de tristesse. « Combien ?» demanda immédiatement Charles, son carnet de chèques déjà en main. « Peu importe le prix, dites-moi combien je dois payer pour sauver ma fille. » Ces mots déclenchèrent une pointe de douleur dans le cœur d'Ava. Elle aurait voulu pouvoir payer le traitement pour sa propre fille, mais aujourd'hui, elle se réjouissait qu'au moins un enfant puisse avoir sa chance. L'équipe médicale transféra rapidement Julia au laboratoire de l'hôpital où le traitement pouvait être administré sous conditions contrôlées. Ava observait chaque geste, son cœur tiraillé entre l'espoir pour Julia et la douleur de savoir qu'Emma n'avait jamais eu cette chance. Les équipements de surveillance furent reconnectés alors que le docteur Collins préparait la première dose. C'est le même médicament qui aurait pu sauver Emma, pensa Ava, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. Le même traitement qui coûtait plus que tout ce que je possédais. Le laboratoire de l'hôpital bourdonnait d'activité lorsque le docteur Collins initia le traitement. Son regard croisa celui d'Ava, et l'espace d'un instant, ils revécurent ensemble ces jours désespérés où le traitement avait failli être accessible pour Emma, mais dont le coût exorbitant avait rendu la chose impossible. Maintenant, en voyant les tubes d'échantillons alignés sur le banc métallique, Ava sentit son cœur se serrer, tiraillé entre espoir et culpabilité. « Si j'avais réussi à obtenir l'argent à l'époque, » murmura Ava, ses mains tremblantes, « Emma pourrait être en vie aujourd'hui. » Le docteur Collins ouvrit soigneusement sa mallette, révélant des ampoules de liquide bleu qui valaient plus que tout le traitement antérieur d'Emma. Charles observait chaque mouvement, son carnet de chèques prêt à signer pour faire ce qu'Ava n'avait pu, payer le traitement qui pouvait sauver sa fille. Le contraste entre leur réalité n'aurait pas pu être plus douloureux. Le protocole expérimental a fait des avancées significatives ces derniers mois, expliqua le docteur Collins en préparant la première dose. Mais je dois que vous compreniez les risques, ce traitement n'est pas encore officiellement approuvé. Tube après tube, des prélèvements sanguins furent réalisés sur Julia, les techniciens de laboratoire se pressant pour traiter les échantillons. Le son des centrifugeuses se mêlait au bip des moniteurs, créant une symphonie tendue qui fit revivre à Ava chaque instant de la bataille perdue pour Emma. Ses mains agrippèrent la rambarde du brancard de Julia, comme si elle pouvait transférer de la force à la petite par le simple toucher. « J'ai tout vendu et ce n'était toujours pas suffisant », pensa Ava en observant Charles signer un chèque à plusieurs zéros. « Et maintenant, voir quelqu'un d'autre pouvoir faire ce que je n'ai pas pu. »
La première dose du traitement fut administrée sous les yeux attentifs de tous. Le liquide bleu s'écoulait lentement dans la perfusion intraveineuse tandis que les médecins surveillaient chacun des signes vitaux de Julia. Ava retint son souffle, se souvenant de la façon dont elle avait rêvé de ce moment pour Emma, de ses prières désespérées pour des dons, des ventes de son appartement, de ses meubles, tout en vain. Les premiers signes de réponse apparurent en quelques minutes. Si elle réagit positivement, nous le saurons bientôt, expliqua le docteur Collins en ajustant le débit de la perfusion. À la surprise générale, les moniteurs commencèrent à afficher une amélioration progressive des signes vitaux de Julia. Sa pression artérielle se stabilisa, son rythme cardiaque se normalisa, et plus impressionnant encore, ses organes montraient des signes de récupération. Charles tomba à genoux, pleurant de soulagement, tandis qu'Ava observait les chiffres sur les moniteurs, partagés entre la joie et une douleur profonde. « Ça marche », murmura Charles en serrant la main d'Ava. « Vous avez sauvé ma fille 2 fois. » L'équipe médicale travaillait frénétiquement, collectant plus d'échantillons, ajustant les doses, surveillant chaque petit changement. Le docteur Collins gardait les yeux fixés sur les résultats apparaissant sur les écrans d'ordinateur, son expression oscillant entre satisfaction et inquiétude. Ava connaissait ce regard, c'était le même qu'il avait eu en discutant des possibilités pour Emma. Les marqueurs d'inflammation diminuent, annonça un technicien de laboratoire. Tout se stabilise progressivement. Les heures passèrent tandis que d'autres doses du médicament étaient administrées. Julia commençait à montrer des signes de conscience, ouvrant brièvement les yeux, son regard se posant sur le visage de son père avant de se refermer. La couleur revenait lentement à ses joues, et sa respiration devenait plus forte et plus régulière. « C'est comme un miracle. » Charles murmura en embrassant le front de sa fille, « Comment pourrais-je jamais vous remercier pour nous avoir apporté cet espoir ?» Ava resta silencieuse, ses émotions tourbillonnant entre la joie de la reprise de Julia et la douleur du souvenir d'Emma. Ses yeux ne quittaient pas les moniteurs, étudiant chaque chiffre, chaque graphique, essayant de graver en mémoire chaque détail du traitement que sa propre fille n'avait jamais pu recevoir. Emma aurait dû avoir cette chance, pensa-t-elle, une larme solitaire roulant sur sa joue. Mais au moins, je peux m'assurer que Julia est ce que ma fille n'a pas eu. Puis, quelque chose changea. L'un des moniteurs émit une alerte stridente, attirant l'attention de tout le monde. Le docteur Collins se précipita vers l'ordinateur, ses doigts courant sur le clavier alors qu'il analysait les nouvelles données. L'expression de son visage fit geler le cœur d'Ava. « Quelque chose ne va pas », dit le médecin, sa voix tendue. Les marqueurs augmentent de façon exponentielle. Soudain, tous les moniteurs se mirent à biper simultanément. Le corps de Julia, qui montrait des signes de reprise quelques instants plus tôt, révélait maintenant une accélération alarmante des processus de la maladie. C'était comme si le traitement, au lieu de soigner, avait tout empiré. « Les organes lâchent de nouveau », cria l'un des médecins. Mais cette fois, à un rythme bien plus rapide qu'auparavant. Charles regardait, paniqué, passant son regard du médecin à Ava, ses mains agrippant les rails du brancard comme s'il pouvait empêcher le destin d'emporter sa fille. Ava, de son côté, sentit son monde s'effondrer de nouveau, regardant impuissante un autre enfant lui glisser entre les doigts. « Que se passe-t-il » demanda Charles, la voix brisée. « Pourquoi le traitement fait-il cela ?» Le docteur Collins travaillait frénétiquement, essayant d'ajuster les doses, de renverser le processus, de faire tout ce qui était en son pouvoir pour stopper la détérioration accélérée. Mais les chiffres sur les moniteurs continuaient de grimper, indiquant que la maladie, au lieu de régresser, progressait à une vitesse terrifiante. « Mon Dieu !» murmura Ava, reconnaissant le schéma fatal sur les moniteurs. C'est comme si le traitement transformait des jours en heures. Julia n'aura plus que quelques heures à vivre. Le docteur Collins travailla sans relâche pendant des heures, ses mains expertes ajustant les dosages et administrant une combinaison complexe de médicaments pour inverser l'accélération de la maladie. Peu à peu, le laboratoire, autrefois en proie au chaos d'alerte et de bips incessants, retrouva un rythme plus contrôlé. Les chiffres commencèrent à se stabiliser, bien que chaque nouveau résultat apportait avec lui l'ombre du prix qu'ils auraient à payer pour cette intervention. « Nous avons réussi à stabiliser le processus », annonça le docteur Collins en vérifiant les derniers tests. Mais l'accélération initiale nous a coûté un temps précieux. Ava observa les nouvelles données avec un œil exercé, reconnaissant les schémas qu'elle avait étudiés obsessionnellement pendant la maladie d'Emma. Les marqueurs revenaient à des niveaux antérieurs, mais quelque chose avait changé. La progression de la maladie, bien que de nouveau sous contrôle, avait avancé de façon significative durant ces heures chaotiques.
Combien de temps avons-nous perdu? Demanda Charles, la voix tremblante d'épuisement. S'il vous plaît, soyez honnête avec moi. Le médecin prit une profonde inspiration, ses yeux passant des divers moniteurs aux résultats des tests éparpillés devant lui. Ses mains encore couvertes de gants chirurgicaux ajustèrent une dernière fois la perfusion avant de se tourner vers Charles et Ava. Le silence qui précéda sa réponse pesa comme du plomb dans l'air du laboratoire. Des 15 jours initiaux, il ne nous reste que 12 jours, expliqua le docteur Collins, la voix grave. Le traitement expérimental a accéléré le processus avant que nous puissions le contrôler. Charles vacilla jusqu'à une chaise voisine, son visage d'ordinaire s'y composait, marqué par une lassitude qui semblait venir du plus profond de son âme. Ses mains tremblaient tandis qu'il desserrait sa cravate, un geste qui portait le poids de toutes les pertes récentes de sa vie. Le soleil du matin commençait à inonder le laboratoire de sa lumière, illuminant son visage marqué par une nuit d'angoisse. « D'abord mon père, et maintenant ça » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour les autres. « Je ne peux pas perdre encore quelqu'un. Je ne peux pas perdre ma petite fille aussi. » Ava, qui organisait les flacons de médicaments suivant les instructions du médecin, s'arrêta à la mention du père de Charles. Ses yeux croisèrent les siens, reconnaissant une douleur familière, la même qu'elle voyait dans le miroir chaque jour depuis la perte d'Emma. L'homme puissant qui l'avait secouru des rues semblait désormais aussi vulnérable qu'elle. « Votre père est décédé récemment ?» demanda-t-elle doucement, ajustant le moniteur cardiaque de Julia. Charles acquiesça, passant ses mains sur son visage fatigué. La mention de son père semblait ouvrir une brèche dans ses émotions qu'il gardait sous un contrôle rigide. Ses yeux s'emplirent de larmes alors qu'il regardait Julia, qui dormait paisiblement, inconsciente de la bataille qui se livrait pour sa vie. « Il y a à peine un mois, » répondit-il, la voix étranglée. « Nous avions une relation difficile. C'était un homme distant, avec tout le monde, y compris ma mère, mais je l'ai ressenti quand je l'ai perdu. Et maintenant, Julia ?» Le docteur Collins interrompit la conversation pour réaliser une autre série de tests. Ses mains bougeaient avec précision alors qu'il collectait des échantillons et ajustait les équipements. Les chiffres sur les moniteurs restaient stables, mais quelque chose dans le regard du médecin indiquait que la bataille était loin d'être terminée. « Chaque minute compte désormais », avertit le médecin en notant les nouveaux résultats. « Nous devons surveiller tout changement, même minime. » Les heures s'écoulèrent tandis que l'équipe médicale travaillait en rotation, surveillant chaque aspect de l'état de Julia. Charles resta aux côtés de sa fille, tenant sa petite main dans la sienne comme s'il pouvait lui transférer sa propre force vitale. Ava alternait entre assister aux procédures et offrir le réconfort silencieux de quelqu'un qui connaissait trop bien cette douleur. « 12 jours, murmura Charles en caressant les cheveux de sa fille. Comment peuvent-ils me demander de me préparer à perdre mon unique enfant en 12 jours? Le soleil était déjà haut quand Julia commença à se réveiller. Ses yeux s'ouvrirent lentement, papillonnant sous la lumière vive du laboratoire. Quelque chose semblait différent dans son regard, une confusion qui n'était pas là auparavant. Ses petites mains se déplacèrent hésitantes dans l'air, comme cherchant quelque chose qu'elle ne trouvait pas. « Papa » appela-t-elle, sa voix faible et effrayée. « Pourquoi tout est flou? Je n'arrive pas à voir correctement. » Le laboratoire fut pris de panique lorsque Julia se mit à se frotter frénétiquement les yeux, ses larmes de peur se mêlant à sa confusion grandissante. Charles tenait les mains de sa fille, essayant de la calmer tandis que le docteur Collins se précipitait pour examiner ses yeux avec une petite lampe. La lumière s'éteint. Sanglota Julia, se cramponnant à son père. « Papa, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ne vois plus ?» Le docteur Collins travaillait rapidement, effectuant des tests spécifiques, tandis qu'Ava tenait la main libre de Julia, son propre cœur battant à tout rompre sous le poids de souvenirs trop douloureux. La petite fille continuait à cligner des yeux rapidement, ses yeux cherchant désespérément une clarté qui semblait lui échapper de plus en plus à chaque seconde. « Tout devient sombre », gémit Julia, la peur évidente dans sa voix. « J'ai entendu papa parler avec toi, où es-tu? Je ne vois pas ton visage. » Le laboratoire tomba dans un silence pesant, brisé seulement par le doux bip des moniteurs et les sanglots effrayés de Julia. Le docteur Collins échangea un regard significatif avec Ava, qui reconnut immédiatement ce qui allait suivre. C'était un autre symptôme qu'elle connaissait trop bien, une autre étape du processus qui lui avait volé Emma. « Ses yeux ?» murmura Ava, la voix tremblante du poids de ce qu'elle savait. « Ça commence exactement comme ça avait commencé pour Emma. » L'équipe médicale se réunit dans la salle de conférence de l'hôpital, les murs blancs décorés de diplômes témoignant désormais d'une nouvelle session de nouvelles dévastatrices. Le docteur Collins se tenait devant eux,
tenant une série de scans qui brillaient sur le rétroéclairage de l'écran. Les images montraient une progression effrayante de la maladie dans les organes de Julia, mais il y avait quelque chose de plus, une solution possible, qui dépendait d'un facteur crucial. Il y a une chance, si nous combinons le traitement avec une autre procédure, commença le docteur Collins, sa voix grave résonnant dans la salle silencieuse. Mais il nous faut trouver un donneur compatible immédiatement. Charles avait déjà mobilisé toute sa fortune et son influence pour localiser des donneurs potentiels au sein de sa famille. Des cousins éloignés, des oncles longtemps perdus de vue, tous furent appelés pour subir des tests de compatibilité. Le bruit de la machine à café dans le coin de la pièce marquait le temps qui passait, alors que chaque résultat négatif diminuait l'espoir dans les yeux du père désespéré. « Comment se fait-il que personne ne soit compatible ?» questionna Charles, sa voix tremblant de frustration. « Nous avons testé tous les membres vivants de la famille de mon père, et même moi, je ne suis pas compatible, » murmura Charles, le visage dévasté. Le docteur Collins ajusta ses lunettes en expliquant la nature génétique de la maladie. Ses doigts suivaient les lignes d'un arbre généalogique complexe, retraçant la lignée paternelle de Charles, où plusieurs cas similaires avaient été enregistrés au fil des générations. Ava observait le schéma attentivement, son cœur se serrant en reconnaissant le même motif qui avait emporté Emma. « Cette condition est transmise génétiquement par la lignée paternelle », expliqua le médecin. « C'est pourquoi nous nous concentrons sur les proches du côté paternel de Julia. » Ava resta silencieuse, ses mains agitées jouant avec l'ourlet de la blouse empruntée. Ses pensées dérivèrent vers son enfance, aux questions sans réponse sur ses origines. Sa mère ne lui avait jamais révélé l'identité de son père, emportant le secret dans sa tombe des années plus tôt. À présent, ce vide dans son histoire familiale lui semblait encore plus lourd. « Je n'ai jamais su qui était mon père », murmura Ava, presque dans un souffle. Quand Emma était malade, je n'avais aucun historique familial à partager avec les médecins. Les minutes s'égrenaient alors que de nouveaux résultats négatifs arrivaient à l'hôpital. Charles arpentait la pièce, sa silhouette imposante courbée sous le poids de l'inquiétude. Le bruit de ses pas se mêlait au bip constant des moniteurs dans la pièce voisine, où Julia se battait contre l'avancée implacable de la maladie. « Mon père a toujours redouté que cela n'arrive », confia Charles, passant ses mains dans ses cheveux grisonnants. « Cette malédiction génétique a réclamé de nombreux membres de notre famille. » Une infirmière entra précipitamment dans la pièce, apportant une nouvelle série de résultats négatifs. La pile de dossiers sur la table grossissait, chaque papier représentant un espoir perdu. Ava commença à ressentir une douleur sourde au crâne, une gêne qu'elle tenta d'ignorer en se concentrant sur les explications médicales. « Sans donneur compatible, poursuivit le docteur Collins, nos options sont extrêmement limitées. Le temps joue contre nous et chaque heure qui passe. » La lumière fluorescente de la pièce commença à lui irriter les yeux d'une manière étrangement familière. Elle cligna plusieurs fois des yeux, tentant de chasser le sentiment de déjà-vu qui l'envahissait. Son corps se faisait plus lourd, et une profonde lassitude commençait à s'installer dans ses os. On dirait que l'histoire se répète, pensa Ava en se massant les tempes. Charles continuait à raconter l'histoire médicale de sa famille, détaillant comment la maladie s'était manifestée au fil des générations. Sa voix semblait lointaine pour Ava, qui luttait désormais contre une vague de nausées montantes. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'elle s'efforçait de garder sa contenance. « Ça a toujours été ainsi », expliqua Charles, la voix étranglée. La maladie choisit ses victimes dans la famille, génération après génération. Le docteur Collins poursuivait ses explications sur la complexité de la compatibilité génétique, mais Ava avait du mal à se concentrer sur ces mots. Sa vision commença à se brouiller, exactement comme cela s'était produit pour Emma au début, et comme cela arrivait à Julia maintenant. « Quelqu'un pourrait-il ouvrir une fenêtre ?» demanda Ava d'une voix faible. « J'ai du mal à respirer. » Les personnes présentes dans la pièce se tournèrent vers Ava au moment précis où ses jambes cédèrent sous elle. Son corps bascula en avant, mais avant qu'elle ne touche le sol, Charles la rattrapa. Le monde tournoyait autour d'elle alors qu'une réalisation terrifiante prenait forme dans son esprit. Les mêmes symptômes, la même progression. « Ce n'est pas possible », murmura-t-elle tandis que des taches sombres dansaient devant ses yeux. « Je ressens exactement ce qu'Emma décrivait. » Le docteur Collins se précipita pour examiner Ava, ses gestes précis contrastant avec le chaos qui s'installait dans la pièce. Les symptômes étaient indéniables, la même maladie qui avait emporté Emma, celle qui menaçait Julia, commençait à se manifester chez Ava. « Mon Dieu !» murmura Ava avant que sa vision ne devienne totalement noire. « Est-ce que ça a toujours été en moi aussi ?»
Le temps passait lentement au centre de traitement alors qu'Ava parcourait les couloirs comme un fantôme déterminé, ignorant la douleur croissante qui prenait possession de son corps. À chaque pas, ses jambes se faisaient plus lourdes, sa vision plus floue, mais elle maintenait un semblant de normalité par une force de volonté. Quand personne ne la regardait, elle s'appuyait contre les murs pour garder son équilibre, laissant des traces de sueur sur les surfaces blanches. « Je ne peux laisser personne le remarquer », murmura-t-elle à elle-même, avalant un autre comprimé antidouleur. « Julia a besoin de moi, je ne peux pas flancher maintenant. » La chambre de Julia était devenue à la fois son sanctuaire et sa prison. Là, concentrée sur les soins à la petite, Ava pouvait dissimuler ses propres tremblements en les attribuant à la fatigue, son vertige au manque de sommeil. Ses yeux, qui voyaient le monde à travers un brouillard de plus en plus dense, restaient fixés sur les moniteurs, mémorisant des chiffres qui commençaient à se brouiller devant elle. « Tu as l'air plus pâle aujourd'hui », observa Julia, sa voix faible mais inquiète. « C'est juste le reflet des lumières, ma chérie », mentit Ava en ajustant la perfusion d'une main tremblante. Les réunions avec l'équipe médicale étaient devenues un défi particulier. Ava se plaçait stratégiquement près des murs, prête à s'appuyer discrètement dès que les vagues de vertige se faisaient plus fortes. Sa vision jouait désormais à cache-cache avec elle, alternant entre des moments de clarté et des périodes d'obscurité terrifiantes. Les symptômes progressent exactement comme pour Emma, pensa-t-elle, dissimulant un moment de désorientation. Mais je ne peux pas laisser cela m'empêcher d'aider Julia. Charles était occupé à coordonner de nouveaux tests avec des parents éloignés, laissant à Ava la possibilité de dissimuler son état en son absence. Elle avait mis en place son propre système pour naviguer dans le centre de traitement, gardant toujours une main près de quelque chose sur lequel s'appuyer, mémorisant la disposition de chaque meuble, de chaque équipement. « Je dois juste tenir un peu plus longtemps », murmura-t-elle à son reflet flou dans la vitre. « Jusqu'à ce que nous trouvions un donneur pour Julia. Après, peu importe. » Les nuits étaient les pires. Seule dans sa chambre de fortune à côté de celle de Julia, Ava luttait contre des crises de plus en plus intenses. Ses yeux, presque inutiles dans l'obscurité, laissaient couler des larmes silencieuses alors qu'elle mordait son oreiller pour étouffer ses gémissements de douleur. « Emma, donne-moi la force », supplia-t-elle une de ces nuits, recroquevillée sous les draps. « Je ne peux pas abandonner Julia comme je t'ai perdue. » Pendant les séances de traitement de Julia, Ava restait présente, même quand son propre corps la suppliait de se reposer. Elle avait mémorisé chaque exercice, chaque mouvement, se guidant plus par la mémoire que par la vue pour aider la fillette. « Tu fais ça si bien », loua Julia pendant un exercice. « J'ai eu un excellent professeur », répondit-elle en clignant des yeux pour chasser les taches sombres de sa vision. Le rituel des médicaments de Julia était devenu son unique moyen de marquer le temps. Ava ne pouvait plus distinguer les chiffres de l'horloge, mais son corps avait développé une minuterie interne, l'alertant instinctivement lorsqu'il était temps pour chaque médicament, chaque procédure. 3 gouttes de bleu, 2 de transparent, répétait-elle pour elle-même comme un mantra. Je ne peux pas me tromper, même si je ne vois presque plus les flacons. Un matin particulièrement difficile apporta une crise plus grave. Ava vérifiait les signes vitaux de Julia lorsque sa vision devint complètement noire. Le moniteur cardiaque se transforma en une tache indistincte, et elle sentit le sol vaciller sous ses pieds. Encore une minute, pensa-t-elle désespérément, ses mains tâtonnant dans le vide. Je dois juste finir cette vérification. Julia s'était rendormie, heureusement, sans voir le moment où Ava dut s'appuyer de tout son poids contre le mur, son corps tremblant sous l'effort de rester debout. Une sueur froide coule. Et sur son front alors qu'elle luttait pour rester consciente. Je ne peux pas m'évanouir ici, murmura-t-elle pour elle-même, les mots déformés. Personne ne doit savoir. C'est alors que son corps céda enfin, telle une marionnette dont les fils avaient été coupés. Ava sentit ses jambes fléchir, le monde tourna une dernière fois avant de devenir complètement noir. Son dernier souvenir conscient fut une prière silencieuse pour que personne ne la découvre avant qu'elle ne puisse retrouver ses forces. « Pardonne-moi, Julia », furent ses derniers mots avant de s'effondrer sur le sol froid. « J'ai essayé d'être forte, et j'ai voulu t'aider. » Avant de perdre conscience, le son lointain de voix inquiètes fut la première chose qu'Ava enregistra en reprenant ses esprits aux soins intensifs. Les lumières fluorescentes du plafond agressaient ses yeux sensibles tandis qu'elle tentait de focaliser sa vision sur les visages autour d'elle. Le docteur Collins était là, entouré d'autres médecins qui l'observaient avec un mélange de soucis professionnels et d'autres choses, quelque chose qu'elle ne voulait pas reconnaître. C'était juste de la fatigue, mentit Ava, essayant de se redresser dans le lit. Je n'ai pas bien dormi ces derniers jours, c'est tout.
Le docteur Collins fronça les sourcils, ses yeux d'expert étudiant chacun de ses mouvements avec une attention clinique. Il voyait le même schéma qu'il avait observé chez Emma, le même qu'il voyait maintenant chez Julia. Dans ses mains, il tenait un dossier avec les résultats préliminaires des tests qu'il avait ordonnés dès qu'il l'avait trouvée inconsciente. 8 jours, dit-il, sa voix grave coupant le silence. C'est tout le temps qu'il reste à Julia, et vous le saviez, n'est-ce pas? C'est pour ça que vous vous êtes poussé autant, pour tout faire pour elle, quitte à vous sacrifier. Ava tenta de maintenir sa contenance, mais son corps la trahit. Une vague soudaine de douleur la traversa, la forçant à se recroqueviller. Ses mains agrippèrent fermement les draps blancs alors qu'elle luttait pour ne pas montrer à quel point elle souffrait. Mais c'était trop tard, le docteur Collins avait déjà vu les signes. « S'il vous plaît, ne dites rien à personne », supplia-t-elle entre des respirations saccadées. « Je dois continuer à m'occuper de Julia. Je dois utiliser ces 8 jours pour la sauver. Peu importe pour moi, je ne veux simplement pas qu'un autre enfant vive ce qu'a vécu ma fille. » Les moniteurs commencèrent à biper plus intensément alors qu'Ava essayait de se lever. Sa vision s'obscurcit de nouveau, et elle serait tombée si le docteur Collins ne l'avait pas retenue, reconnectant avec précision l'équipement de surveillance malgré ses faibles protestations. « Vous avez la même maladie », déclara-t-il en ajustant la perfusion. « Les tests ne laissent aucun doute, c'est exactement le même schéma génétique. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Ava ferma les yeux, laissant enfin échapper les larmes qu'elle retenait. Des années de questions sans réponse sur ses origines, sur le père qu'elle n'avait jamais connu, convergeaient en cet instant cruel de révélation. La maladie qui avait emporté sa fille était en elle depuis toujours. « Comment ai-je pu ne pas le réaliser plus tôt » murmura-t-elle, la voix étranglée. « Tout ce temps, j'ai porté cette malédiction en moi. » Le docteur Collins travaillait rapidement, collectant davantage d'échantillons de sang et réalisant plus de tests. Ses mouvements étaient précis, mais une urgence différente imprégnait ses gestes. Quelque chose dans les premiers résultats avait attiré son attention, quelque chose qu'il devait confirmer immédiatement. « Il y a une chose de plus que nous devons vérifier, » dit-il en préparant un nouveau tube pour prélèvement, quelque chose qui pourrait tout changer. Les heures qui suivirent furent un brouillard de tests et d'examens. Ava, à travers sa vision de plus en plus compromise, observait les allées et venues des infirmières et techniciens. Son corps souffrait, mais son esprit restait concentré sur une seule chose, les 8 jours qu'il restait à Julia. « Je ne peux pas mourir maintenant, » pensa-t-elle, luttant contre l'épuisement, pas avant d'être sûr que Julia ira bien. C'est alors que le docteur Collins revint, tenant un dossier de résultats, les mains légèrement tremblantes. Son visage portait une expression qu'Ava n'avait jamais vue auparavant, un mélange de stupéfaction et d'espoir qui fit battre son cœur plus vite. « Votre sang, Ava, » commença-t-il, sa voix à peine contrôlée par l'émotion, est compatible avec celui de Julia. Complètement compatible. Le monde sembla s'arrêter un instant. Ava fixa le médecin, son esprit luttant pour assimiler l'information. Les implications de ce qu'elle venait d'entendre se formèrent dans son esprit comme les pièces d'un puzzle complexe s'imbriquant ensemble. « Comment est-ce possible » demanda-t-elle dans un murmure. Le docteur Collins s'approcha du lit, les résultats des tests toujours en main. Les chiffres et les graphiques racontaient une histoire. « Je ne sais pas, mais c'est un miracle de trouver un donneur qui ne soit pas un membre de la famille, » dit-il en fronçant les sourcils. Charles fit irruption dans la chambre d'hôpital, portant toujours son costume froissé. Ses mains serraient un dossier de documents qui tomba, oublié, à terre lorsqu'il vit Ava connectée au moniteur. Le docteur Collins était à ses côtés, ajustant les médicaments et vérifiant les signes vitaux avec une urgence qui serra le cœur de Charles. Les yeux d'Ava, maintenant visiblement plus opaques, rencontrèrent les siens avec un mélange de culpabilité et de détermination. « Nous avons trouvé un donneur compatible », annonça le docteur Collins, sa voix grave. « C'est Ava, elle est compatible à 100% avec Julia. » Le silence qui suivit fut brisé uniquement par le bip rythmique des moniteurs. Charles vacilla jusqu'à la chaise la plus proche, son visage passant de la stupeur à l'espoir. Le docteur Collins se déplaçait rapidement dans la pièce, préparant l'équipement nécessaire pour commencer la procédure le plus tôt possible. « Comment est-ce possible » murmura Charles, passant ses mains dans ses cheveux grisonnants. « Nous avons testé toute la famille, chaque parent possible. » Il murmura pour lui-même alors que l'équipe médicale commençait les préparatifs avec une précision militaire. Tube après tube, il prélevait le sang d'Ava pendant que les machines analysaient chaque échantillon en temps réel. La chambre se transforma en un petit centre d'opération,
avec des moniteurs affichant les signes vitaux et un équipement sophistiqué, vibrant dans une symphonie technologique. Ces constantes sont instables, avertit une infirmière en ajustant un moniteur. La tension artérielle fluctue plus que la normale pour le début de la procédure. Le matin venu, la première tentative de transfert commença. Le visage d'Ava était plus pâle que les draps de l'hôpital, mais ses yeux conservaient cette lueur de détermination que Charles avait remarquée depuis la nuit de l'orage. Les machines de traitement commencèrent leur travail, filtrant et traitant le matériel d'Ava à un rythme soigneusement contrôlé. Maintenez sa température corporelle stable, ordonna le docteur Collins en vérifiant les données. Toute variation peut compromettre le processus. La première heure passa dans un silence intense, seulement interrompu par le bip des moniteurs et les instructions médicales occasionnelles. Ava gardait les yeux fixés au plafond, ses lèvres bougeant en une prière silencieuse. Charles ne quitta jamais son côté, lui tenant fermement la main comme s'il pouvait lui transférer sa propre énergie. « Je suis si fatigué », murmura Ava, sa voix à peine un souffle, « mais je dois tenir, pour Julia, pour Emma. » C'est au milieu de la procédure que la première alarme retentit. La tension artérielle d'Ava commençait à chuter drastiquement tandis que son rythme cardiaque s'emballait. Son corps, déjà affaibli par la maladie, commença à trembler violemment, rejetant le processus qui était censé sauver Julia. La pression chute, cria l'infirmière. Température en forte hausse. Le docteur Collins bougea avec une agilité impressionnante, ordonnant une série de médicaments d'urgence. Le corps d'Ava se cambra sur le brancard, ses doigts agrippant les draps tandis que des vagues de douleur la traversaient. Les moniteurs émettaient désormais une symphonie d'alerte. Ses reins sont en train de lâcher, informa l'un des médecins assistants. Le foie ne peut pas traiter les toxines. Les niveaux sont critiques. La procédure dut être immédiatement interrompue. L'équipe travailla frénétiquement pour stabiliser Ava, dont le corps luttait désormais sur plusieurs fronts. Sa peau avait pris une teinte grisâtre effrayante et sa respiration devenait de plus en plus faible et irrégulière. Nous devons l'intuber immédiatement. Les 20 minutes suivantes furent un cauchemar de procédure d'urgence, tubes insérés, médicaments injectés, et le défibrillateur utilisé lorsque son cœur entra en arythmie sévère. Charles, les jambes vacillantes, regardait tout depuis un coin de la pièce. « Ne me quitte pas », murmura-t-il, ne sachant exactement à qui il s'adressait. « S'il vous plaît, je ne peux pas perdre encore quelqu'un. »« Pardonne-moi, Julia », furent ses derniers mots avant de s'effondrer sur le sol froid. « J'ai essayé d'être forte, j'ai voulu t'aider. » La première chose qu'Ava enregistra en reprenant conscience dans l'unité de soins intensifs fut le son lointain de voix inquiètes. Les lumières fluorescentes du plafond lui faisaient mal aux yeux tandis qu'elle tentait de distinguer les visages autour d'elle. Le docteur Collins était là, entouré d'autres médecins, qui l'observaient avec une inquiétude professionnelle, mêlée d'autres choses qu'elle ne voulait pas reconnaître. Ce n'était que de la fatigue, mentit Ava, essayant de se redresser dans le lit. Je n'ai pas bien dormi ces derniers jours, c'est tout. Le docteur Collins fronça les sourcils, étudiant chaque mouvement avec une attention clinique. Il voyait le même schéma qu'il avait observé chez Emma, celui qu'il voyait maintenant chez Julia. Dans ses mains, il tenait un dossier avec les résultats préliminaires des tests qu'il avait ordonnés dès qu'il l'avait trouvée inconsciente. 2 jours, dit-il, sa voix grave brisant le silence. C'est tout le temps qui vous reste. La procédure a accéléré le processus dégénératif de façon dramatique. À cet instant, un jeune médecin s'avança, tenant une nouvelle série de tests dans ses mains tremblantes. Son visage montrait une confusion qui se propagea bientôt aux autres médecins en analysant les résultats. Les chiffres et les schémas qu'il voyait défiaient toutes les probabilités médicales connues. « Dr Collins » appela-t-il, hésitant. « Vous devez voir ces résultats. Cette compatibilité, elle est statistiquement impossible. » Le silence qui suivit fut lourd. Le docteur Collins étudia les papiers avec une intensité presque palpable, ses sourcils se fronçant de plus en plus à mesure qu'il analysait les données. Des années d'expérience médicale ne l'avaient pas préparé à ce qu'il voyait. « En 30 ans de médecine, murmura-t-il, je n'ai jamais rien vu de tel. Une compatibilité de ce type est pratiquement impossible entre des personnes sans lien génétique proche. » Charles observait la commotion avec une anxiété grandissante, tandis qu'Ava, même à moitié consciente, semblait se tendre en entendant les mots du médecin. Le mystère de cette compatibilité improbable planait sur tous comme une ombre, soulevant des questions auxquelles personne n'était prêt à répondre. « Que signifie tout cela » demanda Charles, la voix tremblante. « Pourquoi cette compatibilité semble-t-elle troubler tout le monde ?»
Le docteur Collins retira lentement ses lunettes, les nettoyant alors qu'il rassemblait ses pensées. Quand il parla enfin, sa voix portait le poids d'une découverte qui allait au-delà de la science médicale. Cela signifie que nous faisons face à quelque chose que la médecine ne peut expliquer facilement, répondit-il. Une compatibilité qui défie toutes les probabilités connues. Vous pourriez appeler cela un miracle qui sauvera votre fille. C'est sa meilleure chance. Mais il laissa sa voix s'éteindre à la fin. Le laboratoire était silencieux, à l'exception du bip rythmique des moniteurs et du doux bourdonnement des machines. Julia dormait d'un sommeil agité, son visage pâle contrastant avec les draps blancs. Ava observait la petite à travers la vitre, ses propres yeux luttant pour rester concentrés alors que la maladie progressait dans son corps. Les dernières heures avaient été particulièrement cruelles. Julia avait perdu connaissance à 3 reprises, chaque épisode plus sévère que le précédent. Elle se détériore plus rapidement, murmura le docteur Collins en ajustant la perfusion. Les médicaments ne sont plus aussi efficaces qu'auparavant. Charles resta aux côtés de sa fille, tenant sa petite main dans la sienne comme pour lui transmettre sa propre force vitale. Ses yeux étaient marqués de cernes profonds, témoins des nuits blanches depuis le début de l'épreuve. Le son de la respiration irrégulière de Julia emplissait la pièce d'une urgence silencieuse. « Combien de temps, docteur ?» demanda-t-il d'une voix presque inaudible. « Je vous en prie, ne me cachez rien. » Le médecin consulta les derniers résultats de test, son visage semblant vieillir visiblement à mesure qu'il lisait les chiffres. Le pronostic était encore pire qu'il ne le craignait. Julia perdait la bataille à une vitesse terrifiante, ses organes faiblissant un à un dans une danse macabre qu'Ava connaissait trop bien. 5 jours, répondit le docteur Collins, épuisé en retirant ses lunettes. Peut-être moins si nous ne parvenons pas à la stabiliser. Ava sentit son cœur se serrer en entendant ce nombre, 5 jours. C'était moins de temps qu'elle n'avait eu avec Emma. Ses mains tremblèrent alors qu'elle s'appuyait contre le mur, sa vision s'obscurcissant sur les bords. La maladie dans son propre corps progressait rapidement, mais quelque chose en elle se cristallisait en une certitude absolue. « Je ne peux pas laisser un autre enfant partir », pensa-t-elle, serrant les poings. « Pas quand j'ai une chance de l'empêcher. » Les heures s'écoulèrent alors que Julia poursuivait sa lutte silencieuse. Chaque respiration semblait plus difficile que la précédente, chaque battement de cœur plus faible. Ava observait tout cela avec une clarté douloureuse, même à travers sa vision de plus en plus altérée. Dans son esprit, les souvenirs d'Emma se mêlaient à l'image de Julia. « Elle a les mêmes manières », murmura Charles, brisant le silence. « La même façon de froncer les sourcils en dormant, tout comme mon père le faisait. » La nuit tomba lentement sur l'hôpital, les ombres s'allongeant comme des doigts sombres le long des murs du laboratoire. Julia avait subi un autre épisode, sa petite main s'agrippant inconsciemment à celle de son père alors qu'elle luttait pour respirer. Ava sentit chaque seconde passer comme une éternité, chaque minute portant le poids d'une décision déjà formée dans son cœur. « Emma m'a guidée ici pour une raison », pensa-t-elle, touchant la vitre qui la séparait de Julia. « Ce n'était pas un hasard si je me trouvais à cette porte cette nuit-là. » Le docteur Collins revint avec plus de résultats, chaque papier confirmant ce qu'il savait déjà. Le temps pressait. Julia perdait la bataille et les médicaments ne pouvaient plus retarder l'avancée de la maladie. Ava pouvait voir le désespoir dans les yeux de Charles, le même qu'elle avait vu dans son propre reflet des mois plus tôt. « Docteur », appela Ava, sa voix étonnamment ferme, « j'ai besoin de vous parler, seule. » Dans son lit, Julia bougea nerveusement, comme si elle ressentait le poids de la décision qui allait être prise. Ava jeta un dernier regard à la petite, à Charles, au moniteur marquant le temps qui s'échappait. Dans son esprit, l'image d'Emma lui souriait, comme pour lui donner sa bénédiction. Ma vision s'estompe, je sens mon corps ne plus répondre. Je sais que je n'ai plus beaucoup de temps, alors je veux faire quelque chose de bien. Je vais faire le don, déclara-t-elle alors que le médecin s'approchait. Peu importe ce qui m'arrivera. Le docteur Collins ferma doucement la porte, créant un moment d'intimité dans cet environnement clinique. Ses yeux expérimentés étudiaient chaque tremblement dans le corps d'Ava, chaque signe de la maladie qui progressait rapidement. « Je dois être parfaitement clair, » dit-il, sa voix grave et compatissante. « Vous ne survivrez pas à la procédure, Ava. Votre corps est trop affaibli. » Un bruit à la porte interrompit la conversation. C'était Charles, qui revenait avec une tasse de café. Celle-ci glissa de ses doigts tremblants, renversant le liquide sombre sur le sol blanc de l'hôpital en entendant les derniers mots du médecin. Son visage pâlit. « De quoi parlez-vous » demanda-t-il, la voix secouée. « Quelle procédure »
Le docteur Collins hésita, mais Ava garda sa voix ferme, même si son corps tremblait sous l'effort de rester assise. « Je vais donner mes organes à Julia, dit-elle. Je suis compatible et je suis déjà en train de mourir. Au moins, de cette façon, ma mort aura un sens. » Charles traversa la pièce d'un pas rapide, ses mains se posant doucement sur les épaules d'Ava, avec une tendresse désespérée. « Non, absolument pas. Nous trouverons un autre donneur, nous ferons d'autres tests, il y a toujours une autre solution. » Mais avant qu'Ava ne puisse répondre, un bruit strident retentit dans la pièce. Les moniteurs de Julia émettaient une série d'alertes. La petite, qui semblait relativement stable quelques instants auparavant, montrait maintenant des signes de détérioration sévère. Le rythme cardiaque chute, alerta une infirmière qui venait d'entrer. Elle tombe dans le coma. Le chaos s'installa dans la pièce alors que l'équipe médicale se précipitait pour stabiliser Julia. Charles fut repoussé du lit, ses supplications se mêlant au bruit des appareils. Ava observa la scène avec une horreur familière, ses propres jambes à peine capables de la soutenir. Ses signes vitaux continuent de chuter, informa le docteur Collins en vérifiant les moniteurs. Elle est entrée dans un coma profond. C'est alors que le médecin se tourna vers Charles et Ava, son visage portant le poids d'une autre terrible nouvelle. Même si nous procédons maintenant, Julia est trop faible. Ses chances de survie à la chirurgie sont également minces. Les deux ne survivront pas à la procédure. Charles regarda tour à tour sa fille et Ava, le désespoir visible dans chaque ligne de son visage. « Comment en sommes-nous arrivés là ?» murmura-t-il, tombant à genoux près du lit de Julia. « Comment puis-je n'avoir aucun autre choix que de laisser mourir tous ceux qui me sont chers ?» Ava s'approcha avec difficulté, s'appuyant contre le mur froid de l'hôpital. « Il n'y a pas de choix à faire, Charles. Je suis déjà condamné. Le seul choix maintenant est de donner un sens à ma mort pour Julia. Elle est jeune, elle est forte. C'est la seule chance qu'elle a et je vais lui offrir cela. » Charles se releva brusquement de sa place à côté de sa fille, ses yeux brillant d'un mélange de gratitude et de désespoir. Ses mains tremblaient en posant ses épaules sur celles d'Ava, comme s'il voulait à la fois la secouer et la serrer dans ses bras. « Je ne peux pas accepter ton sacrifice, » dit-il, la voix brisée. « J'ai déjà perdu mon père. Je ne peux pas être responsable d'une autre perte. » À cet instant, les moniteurs de Julia émirent un son différent, plus aigu, plus urgent. Le docteur Collins se précipita vers le lit, ses mouvements précis tandis qu'il vérifiait les signes vitaux de la petite. Le son rythmique de la respiration artificielle fut remplacé par un silence terrifiant. « Elle entre en arrêt cardiaque », annonça-t-il, la voix tendue. Charles lâcha Ava et courut vers sa fille, ses mains agrippant les rails du lit avec une force suffisante pour blanchir ses jointures. Le docteur Collins continua de vérifier les moniteurs et d'ajuster l'équipement, son visage se faisant de plus en plus sombre. « Ma princesse, je t'en prie », murmura Charles en caressant les cheveux de Julia. « Ne me quitte pas, tiens bon. » Le médecin termina son évaluation rapide et se tourna vers Charles et Ava, ses yeux portant le poids d'une annonce que tout médecin déteste donner. Le silence dans la pièce fut brisé seulement par le bip monotone des moniteurs et le doux bourdonnement de l'équipement de maintien en vie. « Même si nous procédons à l'opération maintenant, » dit-il en retirant ses lunettes, visiblement fatigué, « Julia est trop faible. Elle ne survivra probablement pas à l'opération. » Quelques minutes plus tard, dans la salle d'opération, les lumières blanches et vives contrastaient avec la tension sombre qui régnait dans l'air. Ava, déjà vêtue d'une blouse d'hôpital, était assise sur le bord d'un brancard tandis qu'une infirmière préparait les papiers. Ses mains tremblaient légèrement en tenant le stylo, ses yeux peinant à lire les petites lignes de la décharge de responsabilité qui déciderait de son sort et de celui de Julia. « Es-tu sûr de vouloir faire cela ?» demanda le docteur Collins, lui offrant ses lunettes pour l'aider à lire, à cause de ses problèmes de vision causés par sa maladie. « Une fois que tu signes, il n'y a pas de retour en arrière. » Le document devant elle semblait flou, les mots dansant devant ses yeux de plus en plus faibles. C'était un texte long, détaillant chaque risque, chaque possibilité, chaque façon dont elle pourrait mourir dans les heures qui allaient suivre. Mais pour Ava, une seule ligne comptait, celle qui stipulait que ses organes seraient donnés à Julia. « Nous n'avons que quelques jours à vivre », murmura-t-elle, son stylo flottant au-dessus de la ligne de signature. « Si c'est tout le temps qu'il me reste et qu'il en est de même pour Julia, alors je ferai tout ce qu'il faut pour elle. » Dans la pièce d'accent grave côté, à travers la vitre, elle pouvait voir l'équipe préparant Julia pour l'opération. La petite était inconsciente, son corps fragile connecté à tant de tubes et de moniteurs que sa peau en devenait presque invisible.
Charles était à ses côtés, murmurant des mots réconfortants qu'elle ne pouvait plus entendre. Emma m'a guidée ici pour une raison, pensa Ava en commençant à signer. Maintenant, je sais quelle est cette raison. Le docteur Collins observait chaque geste d'Ava avec une attention clinique, notant la façon dont sa main tremblait en formant chaque lettre. Le document n'était pas seulement une décharge de responsabilité, c'était une sentence de mort volontaire, un sacrifice conscient que peu auraient le courage de faire. Vous comprenez bien qu'une compatibilité parfaite ne garantit pas le succès, demanda-t-il formellement. Il y a toujours la possibilité d'un rejet, même avec un parfait accord. Je comprends tous les risques, répondit Ava en finissant sa signature d'un dernier très tremblant. Mais je comprends encore mieux ce que cela signifie de voir un enfant partir sans pouvoir rien faire. L'équipe médicale commença les préparations finales dès que le document fut signé. Ava fut transférée sur la table d'opération, le métal froid contre son dos lui rappelant douloureusement les dernières semaines d'Emma à l'hôpital. Les lumières de la salle semblaient encore plus vives maintenant, projetant des ombres dansantes sur les murs à chaque mouvement. Tension artérielle en baisse, annonça une infirmière en connectant plus de moniteurs. Température en hausse. Le docteur Collins supervisait personnellement la préparation des deux patientes. À travers la vitre séparant les deux salles, Ava pouvait voir Julia, préparée en même temps. Le timing devait être parfait, chaque seconde était précieuse quand il s'agissait de transplantation d'organes. Souvenez-vous de ce que nous avons convenu, dit le médecin en ajustant son masque. Si nous voyons le moindre signe de rejet, nous arrêterons immédiatement. L'anesthésiste s'approcha avec le masque à oxygène, ses yeux bienveillants étant la dernière chose qu'Ava verrait avant la sédation. Pendant un instant, elle crut voir Emma sourire dans le reflet du métal poli au-dessus d'elle. « Comptez jusqu'à 10, lui dit-il doucement, et pensez à quelque chose de joyeux. » Les premières heures de la chirurgie s'écoulèrent dans un rythme tendu mais contrôlé. Les équipes travaillaient en parfaite synchronisation, se déplaçant entre les deux salles comme dans une danse chorégraphiée. Les sons des moniteurs cardiaques se mêlaient, créant une étrange mélodie d'espoir et de peur. Première phase réussie, annonça le docteur Collins. Initiez le protocole de transfert. C'est à ce moment-là que les moniteurs de Julia commencèrent à émettre de nouveaux signaux d'alerte. Son corps, qui jusqu'alors avait accepté la procédure, montrait les premiers signes de résistance. Les chiffres sur le moniteur oscillaient dangereusement, chaque bip plus urgent que le précédent. Augmentation des anticorps, alerta l'un des chirurgiens. Le système immunitaire réagit à la greffe. L'équipe travaillait frénétiquement pour contrôler la réaction, administrant les médicaments en séquence calculée. Le corps de Julia luttait contre ce qui devait la sauver, rejetant les organes qui étaient son dernier espoir. Augmentez les immunosuppresseurs, ordonna le docteur Collins, ses mains bougeant avec précision. Nous devons inverser cette réaction immédiatement. Dans la pièce voisine, le corps d'Ava montrait également des signes de stress. Sa tension artérielle chutait constamment tandis que sa température continuait de grimper. C'était une bataille sur deux fronts, chaque vie dépendant d'une série de décisions prises en une fraction de seconde. Nous ne pouvons perdre aucune des deux, pensa le docteur Collins, alternant son regard entre les deux salles. Il doit y avoir un moyen pour que cela fonctionne. Les minutes s'étiraient alors que l'équipe s'efforçait de stabiliser les deux patientes. Le son des moniteurs s'était transformé en une symphonie chaotique d'alertes et d'alarmes, chaque bip indiquant un nouveau défi à surmonter. Rejet en augmentation, informa un des médecins, la voix tendue. Le corps lutte contre la greffe de toutes ses forces. C'est alors que tous les moniteurs de Julia se mirent à biper simultanément. Son corps rejetait violemment la procédure, chaque cellule se battant contre ce qui devait être son salut. Le premier essai de greffe avait échoué complètement. « Arrêtez la procédure », ordonna le docteur Collins, sa voix tranchant à travers le chaos. « Nous devons la stabiliser avant qu'il ne soit trop tard. » Les chirurgiens commencèrent immédiatement le processus d'annulation, essayant de minimiser les dégâts causés par le rejet. Dans l'autre salle, Ava restait inconsciente, ignorant le drame qui se déroulait. Son sacrifice, jusqu'à présent, semblait avoir été vain. « Comment allons-nous le lui dire ?» murmura une infirmière. « Comment lui annoncer que son sacrifice a été rejeté ?» 6 heures après la première tentative échouée, le centre chirurgical retrouva un nouvel espoir. Le docteur Collins et son équipe avaient entièrement modifié le protocole, ajusté les médicaments, et se préparaient pour une seconde et dernière tentative de sauver les deux patientes. Dans la salle principale, Ava, déjà sous sédation, semblait encore plus fragile sous les projecteurs chirurgicaux.
À travers la vitre séparant les deux salles, Julia restait inconsciente, connectée à des dizaines de moniteurs enregistrant chaque battement de son petit cœur. Signes vitaux stables chez les deux patientes, annonça l'anesthésiste, vérifiant les moniteurs. Nous pouvons commencer dès que vous êtes prêt, docteur. L'horloge indiquait exactement 23h45 lorsque la seconde tentative commença. Le silence dans le centre chirurgical était presque sacré, interrompu seulement par le bip constant des moniteurs cardiaques et le chuchotement occasionnel des instruments échangés entre l'équipe. Le docteur Collins travaillait avec la précision de quelqu'un qui sait qu'il n'y aura pas de troisième chance. Le corps de Julia répond mieux cette fois, commenta une infirmière en ajustant la perfusion. Les niveaux de rejet sont bien plus bas que lors de la première tentative. La première heure s'écoula à un rythme contrôlé et prometteur. Le nouveau protocole semblait fonctionner, le corps de Julia acceptait ce qu'il avait violemment rejeté auparavant. Chaque nouvel examen montrait des signes plus positifs, comme si la petite avait finalement décidé de se battre pour la vie qu'Ava lui offrait. Surveillez en continu les deux patientes, ordonna le docteur Collins. Nous ne pouvons nous permettre aucune surprise cette fois. C'est au cours de la deuxième heure que les premiers signes d'alerte apparurent. Le moniteur d'Ava émit un son différent, plus aigu. Sa tension artérielle, déjà basse, commença à chuter davantage. L'anesthésiste réagit rapidement en ajustant les médicaments, mais son inquiétude était évidente. La tension artérielle ne réagit pas aux médicaments, signala-t-il en augmentant la dose. Le cœur est sévèrement surmené. Pendant ce temps, dans l'autre salle, Julia montrait les meilleurs résultats depuis son admission. Son jeune corps semblait se réveiller d'un long sommeil, chaque organe répondant positivement au traitement. C'était comme si la vie revenait lentement, cellule par cellule. Les signes vitaux de Julia n'ont jamais été aussi bons, dit l'un des chirurgiens. C'est presque un miracle, vu son état il y a seulement quelques heures. Puis cela arriva, le moment que toute équipe médicale redoute. Le moniteur cardiaque d'Ava émit un son strident et continu, la ligne verte à l'écran devenant douloureusement plate. Son cœur, épuisé par le combat contre la maladie et la procédure, s'était tout simplement arrêté. Arrêt cardiaque, cria quelqu'un, initiant immédiatement les compressions thoraciques. Préparez l'adrénaline et le défibrillateur. Le docteur Collins sentit le poids de chaque seconde en positionnant les palettes du défibrillateur, les mots d'Ava résonnant dans son esprit lorsqu'elle avait signé le formulaire de consentement, peu importe ce qui m'arrive, sauvez Julia. C'est ma dernière chance de faire quelque chose d'important. Écartez-vous, ordonna-t-il, ses mains stables malgré la tension. Le corps d'Ava se cambra sous l'impact, mais le moniteur maintint son chant monotone de mort. Les compressions reprirent immédiatement, le son rythmique se mêlant au bip de plus en plus prometteur provenant de la salle de Julia. Augmentez la dose, sa voix résonna à travers la pièce. Allons, Ava, tu as promis de te battre jusqu'au bout. 3 chocs plus tard, le cœur d'Ava restait silencieux. La sueur perlait sur le visage de l'équipe qui se relayait pour les compressions thoraciques, chacun sentant le poids de ce combat impossible contre le temps. Docteur, appela l'anesthésiste, sa voix douce mais urgente. Cela fait 4 minutes sans réponse, il faut prendre une décision. C'est à ce moment-là que le chirurgien dans la salle de Julia fit l'annonce qui rendrait la situation encore plus impossible. Docteur, nous sommes à un moment critique, la greffe fonctionne mieux que jamais, mais si nous ne terminons pas dans les prochaines minutes, nous perdrons cette fenêtre d'opportunité. Nous avons besoin de toute l'équipe ici, maintenant. Le centre chirurgical sembla se figer en cet instant. 2 moniteurs cardiaques racontaient des histoires opposées, l'un silencieux, marquant la bataille perdue d'Ava, l'autre rythmé et fort, annonçant la possible rémission de Julia. Le docteur Collins tenait le défibrillateur dans ses mains, son poids semblant augmenter à chaque seconde. « Docteur, » murmura l'anesthésiste, « quelle est votre décision ? Nous n'avons plus de temps. C'est l'un ou l'autre. » Le docteur Collins abaissa lentement le défibrillateur, ses mains tremblant pour la première fois en 20 ans de pratique. Les secondes s'étiraient alors qu'il regardait une dernière fois le visage serein d'Ava, se rappelant de sa détermination à sauver Julia à tout prix. « Concentrez-vous sur la greffe, » ordonna-t-il finalement, sa voix rauque. C'était ce qu'elle voulait. Sauver Julia était son dernier souhait. Les heures qui suivirent furent un tourbillon d'activité frénétique dans la salle de Julia, tandis que dans la pièce voisine, le silence n'était interrompu que par le bip monotone du moniteur cardiaque d'Ava. L'équipe travailla sans relâche pour terminer la greffe, chaque minute marquée par le contraste cruel entre la vie revenant dans un corps et s'échappant d'un autre. Les organes répondent parfaitement, annonça l'un des chirurgiens.
c'est comme si le corps de Julia attendait juste cela. Lorsque le soleil se leva, illuminant les fenêtres de l'hôpital, Julia était stable, son corps acceptant complètement la greffe. Dans la pièce voisine, après des heures de tentatives, l'équipe parvint à rétablir le rythme cardiaque d'Ava, mais les dommages étaient déjà faits. Son cerveau avait été privé d'oxygène trop longtemps. Elles sont toutes les deux en vie, annonça le docteur Collins à Charles, qui attendait dans le couloir. Mais nous ne savons pas si Ava se réveillera un jour. Le lendemain, toutes deux furent transférées dans une chambre double en soins intensifs. Julia montrait des signes de rétablissement de plus en plus prometteurs, son jeune corps réagissant au traitement d'une manière que les médecins qualifièrent de miraculeuse. Ava, en revanche, demeurait dans un état végétatif, son corps maintenu en vie par des machines, son esprit perdu quelque part entre la vie et la mort. « Pourquoi Ava ne se réveille-t-elle pas, docteur ?» demandait Charles chaque matin. « Comment puis-je célébrer la vie de ma fille en sachant que cela a coûté sa conscience ?» Les machines maintenant Ava en vie émettaient des sons rythmés et constants, un rappel mécanique de sa présence silencieuse. Charles passait des heures entre les deux lits, partagé entre la joie de voir les signes vitaux de Julia s'affermir et l'angoisse de contempler l'immobilité d'Ava. « Un mouvement de doigt !» s'exclama une infirmière, un matin particulièrement ensoleillé. « Julia commence à se réveiller. » Charles se précipita au chevet de sa fille, le cœur battant. Les yeux de Julia s'ouvrirent lentement, clignant plusieurs fois pour s'ajuster à la lumière. Quelque chose qui n'avait jamais été présent avant apparaissait sur son visage, une légère rougeur, et ses lèvres bougeaient, essayant de former des mots. « Papa !» Sa voix n'était qu'un murmure. « Que s'est-il passé ? Pourquoi suis-je ici ?» Les larmes coulaient librement sur le visage de Charles alors qu'il tenait la main de sa fille, réalisant qu'elle pouvait le voir. De l'autre côté du rideau à demi fermé, le bruit des machines d'Ava semblait maintenant plus fort, comme un contrepoint sombre à la joie du moment. « Tu es en sécurité maintenant, ma princesse », murmura Charles, essayant de maîtriser le tremblement dans sa voix. « Ava, elle t'a sauvée. » Les yeux de Julia se tournèrent vers le rideau, où elle pouvait apercevoir la silhouette immobile de sa sauveuse. Charles sentit son cœur se serrer en voyant la confusion dans le regard de sa fille, réalisant qu'il devrait lui expliquer le sacrifice d'Ava. « Pourquoi elle ne bouge pas, papa ?» demanda Julia, sa voix plus forte à présent. « Pourquoi elle semble dormir si profondément ?» Le docteur Collins entra dans la chambre à ce moment-là, tenant les derniers résultats d'examen. Son visage reflétait le conflit que tous ressentaient, la joie de la guérison miraculeuse de Julia mêlée à la tristesse pour l'état d'Ava. « Les tests de Julia sont excellents, » dit-il en vérifiant les moniteurs. « Mais pour Ava, il n'y a toujours aucun signe d'activité cérébrale significative. » Charles s'assit lourdement sur la chaise entre les deux lits, ses mains tremblantes alors qu'il s'accrochait à la rambarde du lit de Julia. Comment remercier quelqu'un qui a donné non seulement ses organes, mais aussi sa conscience pour sauver sa fille? « Que ai-je fait ?» murmura-t-il en regardant le visage immobile d'Ava. « Quel genre de choix impossible avons-nous dû faire ?» Le silence qui suivit ne fut brisé que par le bip constant des moniteurs et la respiration artificielle d'Ava. Julia, encore faible mais de plus en plus consciente, observa la scène avec des yeux qui semblaient comprendre plus que son âge ne le suggérait. « Papa !» appela-t-elle doucement en serrant la main de son père. Elle savait ce qu'elle faisait, n'est-ce pas? Elle savait que ça pouvait arriver. Charles sentit tout son corps trembler face aux paroles de sa fille. Comment pouvait-elle comprendre le sacrifice d'Ava aussi bien? Comment une enfant pouvait-elle saisir ce que lui-même avait du mal à accepter? « Oui, mon amour », finit-il par répondre, la voix étranglée. Elle a choisi de te sauver, même en connaissant le prix qu'elle aurait à payer. C'est au cours d'un après-midi silencieux que le premier signe apparut, un mouvement subtil des doigts d'Ava, si léger qu'il aurait pu passer inaperçu si Julia n'avait pas observé de près sa sauveuse. La petite, maintenant plus forte et assise sur son lit, fut la première à remarquer le changement dans la respiration d'Ava. « Papa, regarde !» s'écria Julia en pointant le lit à côté d'elle. « Ses doigts ont bougé, je l'ai vu. » Le docteur Collins arriva en quelques minutes après avoir été appelé, ses yeux expérimentés notant les petits changements dans les moniteurs, qui jusque-là affichaient des lignes constantes et invariables. Le rythme cardiaque d'Ava montrait un rythme différent, plus proche de celui d'un sommeil naturel que de l'état végétatif qu'elle avait précédemment. « C'est incroyable », murmura-t-il en examinant les pupilles d'Ava. « Le cerveau montre des signes d'activité que nous n'avions jamais vus auparavant. » C'est alors que le médecin eut une idée qui semblait presque absurde dans sa simplicité. Le traitement expérimental, qui n'avait pas fonctionné pour Julia en raison de l'incompatibilité,
pourrait avoir un effet différent sur Ava. Monsieur Montrose, appela le docteur Collins, ses yeux brillant d'un nouvel espoir. Nous avons encore ce médicament expérimental au laboratoire. Et si, je sais qu'il n'a pas fonctionné pour votre fille et que nous avons dû recourir à d'autres procédures, mais s'il fonctionnait pour Ava? C'est risqué, mais ce pourrait être sa seule chance. Charles se leva brusquement de sa chaise, comprenant immédiatement la suggestion du médecin. Le médicament bleuté, qui avait coûté une fortune et échoué avec Julia, était encore stocké dans le laboratoire de l'hôpital. Ses mains tremblaient alors qu'il signait l'autorisation pour une nouvelle tentative, cette fois pour Ava. « Combien de temps avons-nous » demanda-t-il en observant l'équipe préparer le médicament. « Combien de temps jusqu'à ce que nous sachions si cela fonctionne ?» Le docteur Collins se déplaça rapidement, coordonnant l'équipe pour amener le médicament depuis le laboratoire. En quelques minutes, la chambre fut transformée en une petite unité de soins intensifs, des moniteurs supplémentaires étant installés pour surveiller chaque réaction possible d'Ava au traitement expérimental. Chaque patient réagit différemment, expliqua le médecin en vérifiant une dernière fois les signes vitaux d'Ava. Mais s'il y a une réaction positive, nous verrons les premiers signes dans les minutes qui suivent. Puis, sachant que c'était la seule chance, ils commencèrent le traitement. Le liquide bleu commença à couler dans la voie intraveineuse d'Ava, sa couleur particulière créant un contraste surréaliste avec la pâleur de sa peau. Julia observait tout depuis son lit, les yeux grands ouverts, fixant le visage de sa sauveuse comme si sa propre volonté pouvait aider le processus. La réaction chez Emma avait été presque immédiate, se rappela le docteur Collins en ajustant le débit du médicament. Même si cela n'a pas suffi à la sauver, nous avons vu des signes d'amélioration avant que le médicament n'ait l'effet inverse. Les premières minutes furent de silence tendu. L'équipe médicale surveillait chaque petit changement dans les signes vitaux d'Ava tandis que le médicament bleu poursuivait son voyage dans ses veines. Ce fut Julia qui remarqua la première le changement, un tremblement plus prononcé dans les paupières d'Ava. « Elle essaie d'ouvrir les yeux », s'exclama la petite, se penchant en avant dans son lit. « Ava, je suis là. Tu m'entends ?» Les moniteurs commencèrent à enregistrer des changements significatifs dans l'activité cérébrale. Ce qui avait été presque des lignes plates montrait maintenant des pics et des vagues de plus en plus fréquents. Le docteur Collins contenait à peine son excitation professionnelle face à cette réponse inédite. « C'est extraordinaire », murmura-t-il en examinant de nouveau les pupilles d'Ava. Le cerveau réactif des zones qui étaient complètement endormies. Charles tenait la main d'Ava, sentant de petits spasmes dans ses doigts qui, jusque-là, étaient restés inertes. Chaque mouvement, si minime soit-il, apportait une vague d'espoir qu'il osait à peine entretenir. « Reviens vers nous » murmura-t-il doucement en serrant sa main. « Il y a tellement de choses que nous devons te dire, tellement de choses pour lesquelles te remercier. » C'est alors que cela se produisit. Les yeux d'Ava s'ouvrirent lentement, clignant plusieurs fois sous la lumière de la pièce. Sa vision, bien que floue au début, trouva bientôt le visage de Julia, souriant à travers ses larmes de l'autre côté de la pièce. « Emma » murmura-t-elle, sa voix n'étant qu'un souffle rauque. « Non, Julia, tu as survécu. » La pièce explosa d'activité, les infirmières se précipitèrent pour effectuer des vérifications, les médecins prenaient des notes, mais pour Ava, tout semblait se dérouler au ralenti. Ses yeux parcouraient lentement l'environnement, s'ajustant progressivement à la réalité qui l'entourait. « Le traitement expérimental », expliqua le docteur Collins en vérifiant ses réflexes. « Il fonctionne d'une manière que nous n'avions jamais vue auparavant. » Les heures suivantes furent marquées par un progrès constant. À chaque contrôle, Ava montrait des signes de rétablissement plus forts. Sa conscience, autrefois perdue pour toujours, revenait graduellement, apportant avec elle des souvenirs et des sensations. « C'est comme se réveiller d'un très long rêve », dit-elle, sa voix plus assurée maintenant. « Un rêve où Emma me guidait pour revenir ici. » Julia réussit à convaincre les médecins de rapprocher son lit de celui d'Ava, pour que les deux puissent maintenant parler, partageant un lien qui allait au-delà des mots, un lien forgé par le sacrifice et l'espoir. « Tu m'as sauvé » dit Julia en tenant la main d'Ava. « Maintenant, c'était à notre tour de te ramener. » Le docteur Collins continua de surveiller de près la réponse au traitement, émerveillé par le fait que le même médicament, qui avait échoué avec Julia, produisait un effet si spectaculaire sur Ava. « C'est comme si le destin lui-même rectifiait son propre cours », dit-il en expliquant les résultats à Charles. « Les tests montrent une récupération sans précédent. C'est comme si le médicament avait été formulé spécialement pour elle. » Charles observa l'interaction entre Ava et Julia, son cœur partagé entre la gratitude et l'émerveillement.
Le miracle auquel il venait d'assister semblait être une récompense de l'univers, une seconde chance pour eux tous. Peut-être qu'Emma guidait vraiment tout cela, pensa-t-il en essuyant une larme, nous menant vers cet instant, cette guérison impossible. Le soleil de l'après-midi baignait le manoir Montrose lorsque la voiture arriva devant l'entrée principale. Ava, encore faible mais déterminée, aida Julia à monter les marches tandis que Charles portait les petits sacs avec leurs affaires de l'hôpital. Leur rétablissement avait surpris toute l'équipe médicale, mais les paroles du docteur Collins sur cette compatibilité improbable résonnaient encore dans l'esprit de Charles. « Bienvenue chez toi », dit-il en ouvrant la grande porte en chêne massif. « À partir de maintenant, c'est aussi chez toi, Ava. » L'intérieur du manoir était exactement comme il l'avait été la nuit de la tempête, quand Ava était arrivée ici en tant que mendiante désespérée. Désormais, marchant dans le hall d'entrée avec des pas lents mais sûrs, elle se permit de remarquer les détails qu'elle n'avait pas vus auparavant, les tableaux sur les murs, les vieilles photographies dans des cadres en argent. « Je vais te montrer tous les endroits », dit Julia avec excitation en lui tenant la main. Y compris le jardin où grand-père lisait tous les après-midi. C'est alors que quelque chose attira l'attention d'Ava. Sur un des murs du couloir principal se trouvait un grand cadre avec une vieille photo des employés du manoir. Ses yeux se posèrent automatiquement sur une silhouette familière, une jeune femme avec les mêmes traits qu'elle voyait chaque jour dans le miroir. « Maman », murmura-t-elle, sa main tremblant alors qu'elle touchait la vitre de la photo. « Comment est-elle ici ?» Charles, qui organisait des documents sur le bureau voisin, leva les yeux en entendant le murmure d'Ava. Son regard alla de la photographie au visage d'Ava plusieurs fois, une compréhension lente et douloureuse commençant à se former dans son esprit. Les mêmes yeux en amande, la même forme de visage. « Hélène » murmura-t-il en s'approchant de la photo. Elle a travaillé ici pendant des années, puis elle a soudainement disparu. Julia observait la scène avec une curiosité enfantine, ses yeux perspicaces remarquant des similitudes qui semblaient jusque-là être de simples coïncidences. La façon dont Ava marchait, inclinait la tête, des gestes qu'elle avait vus des centaines de fois dans de vieilles photos de son grand-père. « Papa », l'appela doucement Julia, « Ava ressemble beaucoup à grand-père sur les vieilles photos, surtout quand elle sourit, c'est le même sourire. » Charles sentit son cœur battre irrégulièrement alors que les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Cette compatibilité inexpliquée, les traits familiers, le moment de la disparition d'Hélène, tout pointait vers une vérité qu'il n'osait à peine envisager. « Ton père », commença-t-il avec hésitation en se tournant vers Ava, « ta mère ne t'a jamais dit qui il était ?» Ava secoua la tête, ses jambes s'affaiblissant sous le poids des possibilités qui s'ouvraient devant elle. Charles la soutint, la guidant vers le canapé le plus proche, ses mains tremblant en ouvrant un tiroir du bureau pour en sortir un vieil album photo. « Mon père, dit-il, la voix étranglée, a passé beaucoup de temps seul après la mort de ma mère. Hélène n'était plus qu'une employée, elle était sa confidente. » Les pages de l'album révélèrent d'autres similitudes, la même forme des yeux, le même profil distinctif, même la façon de gesticuler qu'Ava avait hérité sans jamais connaître son père. Julia, assise entre eux, tenait leurs mains comme si elle essayait de connecter physiquement les ponts que le destin avait créés. « La maladie, » murmura Charles en passant les doigts sur une photo de son père, « est génétique, transmise de père en fils. C'est ainsi qu'Emma. » Ava couvrit sa bouche de ses mains, des larmes silencieuses coulant sur son visage. Toute sa vie, toutes les questions restées sans réponse, tout le mystère de son origine, convergeait vers ce moment, dans cette pièce, devant cette photo. « J'ai besoin d'être sûr, » dit Charles en se levant avec détermination. « Je vais demander un test ADN immédiatement. » Les jours qui suivirent furent un mélange d'anxiété et de découverte. Chaque coin du manoir semblait contenir un nouvel indice, une nouvelle connexion. Charles retrouva de vieilles lettres, des notes que son père avait gardées sans les montrer à personne. Ava reconnut l'écriture de sa mère sur certaines d'entre elles. Elle a dû découvrir qu'elle était enceinte, supposa Charles en lisant les papiers, et elle a décidé de partir pour nous protéger, pour te protéger. L'enveloppe contenant les résultats arriva un matin tranquille, alors que Julia jouait dans le jardin sous l'œil attentif d'Ava. Charles l'ouvrit avec des mains tremblantes, ses yeux parcourant rapidement les lignes de texte technique jusqu'à trouver la confirmation qu'ils attendaient tous. Probabilité de 99%, lut-il, sa voix vacillant. Nous sommes frères et sœurs, Ava. Nous sommes de la même famille. À cet instant, alors que le soleil du matin illuminait le jardin où tant de secrets avaient été gardés, 3 générations d'une famille brisée se reconnectèrent enfin. Julia courut pour embrasser Ava, désormais officiellement sa tante, tandis que Charles tenait le résultat qui allait changer leur vie pour toujours.
Les tests, murmura Ava, comprenant enfin, les tests ont tout détecté depuis le début. Le jardin thérapeutique du manoir Montrose fleurissait sous le soleil de fin d'après-midi, 3 mois après les révélations qui avaient changé à jamais la vie de cette famille. Des roses rouges et blanches, plantées par Julia pendant sa propre convalescence, formaient un sentier parfumé le long duquel elle guidait soigneusement Ava. Sa tante marchait lentement, s'appuyant sur le bras jeune et fort de Julia, chaque pas étant une petite victoire contre les séquelles laissées par le sacrifice de la greffe. « Doucement », disait Julia, ajustant son rythme à celui d'Ava, « nous avons tout le temps maintenant. » Les lys qu'elles avaient plantées ensemble un mois auparavant commençaient à fleurir, leurs pétales blancs dansant dans la brise douce de l'après-midi. Ava s'arrêta un instant pour reprendre son souffle, ses yeux embués de larmes fixés sur les fleurs qui ressemblaient tant au dessin d'Emma. « Elle aimait toujours les fleurs blanches », murmura Ava en touchant doucement un pétale. Emma disait qu'elles étaient comme de petits morceaux de nuages tombés dans le jardin. Charles observa la scène depuis la terrasse, une tasse de thé déjà froide entre les mains, son esprit revenant sans cesse à cette nuit de tempête, lorsque le destin avait amené sa sœur perdue à sa porte. Le test ADN n'avait fait que confirmer ce que leur cœur savait déjà, ils étaient de la même famille. Qui aurait cru qu'une tempête nous apporterait tant de lumière, pensa-t-il en descendant les marches, que le salut de Julia viendrait par une sœur qu'elle ne connaissait pas. Le parfum des fleurs emplissait l'air tandis que Julia guidait Ava jusqu'au banc de marbre près du petit lac ornemental, leur endroit préféré où elles passaient des heures à partager leurs histoires. Ava racontant Emma et Julia parlant du grand-père qu'elle n'avait jamais connu et qui était aussi celui de sa sauveuse. « Parfois, j'ai encore l'impression de rêver », dit Julia en aidant Ava à s'asseoir, comme si tout cela était trop beau pour être vrai. Ava sourit en voyant combien Julia rayonnait désormais de santé. Il n'y avait plus aucun signe de la maladie qui avait failli l'emporter. Son visage avait retrouvé ses couleurs, ses mouvements étaient forts et assurés, même si le propre corps d'Ava luttait encore pour retrouver toute sa vigueur. Chaque sourire de Julia confirmait que son sacrifice en valait la peine. « La vie a des façons mystérieuses de nous surprendre », répondit Ava d'une voix douce. « Emma m'a guidé jusqu'à toi. Elle savait que je trouverais bien plus qu'une chance de rédemption. » Charles approcha du banc, portant une petite boîte en bois sculpté. À l'intérieur, de vieilles photographies racontaient l'histoire d'une famille séparée par le destin et réunie par l'amour. Des photos de son père jeune, de la mère d'Ava, des moments qui prenaient maintenant un nouveau sens. « J'ai trouvé quelques photos de plus dans le bureau de papa, » dit-il en s'asseyant à côté de sa sœur. Il gardait chaque instant. « Je crois qu'il n'a jamais cessé de penser à toi. » Julia s'agenouilla sur l'herbe devant eux, les yeux brillants de curiosité en examinant les photos, ses doigts s'arrêtant sur une en particulier montrant sa grand-mère paternelle et la mère d'Ava, toutes deux souriant dans le même jardin où ils se trouvaient maintenant. « C'est incroyable comme tout est lié », observa-t-elle en passant les doigts sur la photo, comme si le destin attendait simplement le bon moment. Le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de teintes roses et dorées. Ava tenta de se lever, ses jambes encore faibles tremblant légèrement sous l'effort. Julia fut immédiatement à ses côtés, lui offrant son soutien avec la même dévotion qu'Ava avait montrée durant sa maladie. « Laisse-moi t'aider, comme tu m'as aidé », insista Julia, son bras fermement enroulé autour de la taille de sa tante. « Nous sommes une famille maintenant, plus besoin de tout affronter seul. » Charles rangea les photographies et se leva aussi, observant combien sa fille avait mûri à travers toute cette expérience. Elle n'était plus seulement la petite fille malade qui avait besoin de protection, elle était devenue une jeune femme forte qui aidait désormais à protéger les autres. Emma serait fière, dit-il en regardant Ava, voyant comment la mère de celle-ci avait trouvé un nouveau but, une nouvelle famille. Des larmes commencèrent à rouler sur les joues d'Ava, mais pour la première fois depuis longtemps, c'étaient des larmes de joie. Ses pas étaient lents mais déterminés alors qu'elle avançait dans le jardin avec Julia, chaque mouvement étant une célébration de la vie qu'ils avaient réussi à préserver. « Tu sais ce qu'Emma disait toujours ?» demanda Ava, s'arrêtant pour admirer le coucher du soleil, que parfois, il faut perdre quelque chose de précieux pour trouver quelque chose qu'on ne savait même pas chercher. C'est alors que Julia se tourna et serra Ava dans ses bras, son petit corps exprimant tout l'amour et la gratitude que les mots ne pouvaient décrire. Charles s'approcha, les enveloppant tous les deux dans ses bras, complétant le cercle familial que le destin avait dessiné. « Merci, Tata », murmura Julia, sa voix étranglée par l'émotion. « Merci de m'avoir donné une seconde chance, de faire partie de notre famille. » Charles tenait la main de sa sœur nouvellement découverte, ressentant dans ce simple contact toutes les histoires inexprimées, les années perdues et les moments encore à venir.
Dans le jardin qu'ils avaient cultivé ensemble, parmi les fleurs qui symbolisaient le renouveau et l'espoir, une famille brisée par le temps devenait enfin entière. « Bienvenue dans la famille, ma sœur », dit doucement Charles en serrant sa main. Une année s'était écoulée depuis les découvertes qui avaient transformé le manoir Montrose en un véritable foyer. Le jardin thérapeutique, désormais plus luxuriant que jamais, se préparait pour une célébration spéciale. Julia, qui venait d'avoir 11 ans, courait parmi les fleurs, aidant à organiser la fête qui marquerait non seulement son anniversaire mais aussi un an depuis sa guérison miraculeuse et l'union inattendue de sa famille. « Tante Ava », appela-t-elle, ses cheveux sombres dansant dans la brise du matin, « tu crois qu'Emma aimerait les fleurs blanches que nous avons choisies ?» Ses petites mains ajustaient un arrangement de lys décorant le chemin vers l'air de fête. Ava, maintenant complètement rétablie, sourit en regardant sa nièce. Le temps avait été clément avec elle, sa force était revenue progressivement, et bien que certaines cicatrices physiques demeurent en souvenir de son sacrifice, ses yeux brillaient d'une joie qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Emma adorait les lys blancs, répondit-elle en aidant Julia à arranger les fleurs. Elle disait qu'ils ressemblaient à de petits anges gardant notre jardin. Charles sortit du manoir, portant d'autres décorations, le visage détendu et heureux, si différent de l'expression tendue qu'il avait portée un an auparavant. La découverte qu'Ava était sa sœur avait comblé un vide dans sa vie, un vide qu'il ne savait même pas exister. « Les gens vont commencer à arriver dans 2 heures », annonça-t-il en déposant les boîtes sur une table. Même le docteur Collins a confirmé sa présence. Le médecin était devenu plus qu'un professionnel de santé pour la famille, il était un ami proche qui partageait la joie d'avoir été témoin de l'un des cas les plus extraordinaires de sa carrière. Sa présence à la fête serait une célébration non seulement de la vie mais aussi de la science qui, combinée à l'amour, avait rendu ce miracle possible. « Papa », appela Julia en courant vers Charles avec une enveloppe dans les mains, « j'ai trouvé ça parmi les vieilles décorations de grand-père. » C'était une photographie jaunie par le temps montrant son grand-père jeune, aux côtés d'Hélène, la mère d'Ava. Ils souriaient tous les deux à la caméra, leurs yeux brillants d'un secret que tous connaissaient désormais. Ava s'approcha pour voir la photo, son cœur se réchauffant à la vue du sourire de sa mère. « Elle semblait si heureuse ici », murmura-t-elle en touchant doucement l'image. « J'aimerais qu'elle puisse voir comment tout a fini par s'arranger. » La matinée passa rapidement dans les préparatifs finaux. Le jardin se transforma en un espace magique avec des lumières délicates suspendues entre les arbres et des tables décorées de fleurs blanches. Un petit hôtel avait été installé près du lac où des photos d'Emma et du père de Charles avaient été placées, un hommage à ceux qui, même absents, avaient été essentiels à ce voyage. Les premiers invités commencèrent à arriver en début d'après-midi. Le docteur Collins fut l'un des premiers, apportant non seulement des cadeaux, mais aussi des nouvelles encourageantes sur la manière dont les cas de Julia et d'Ava avaient inspiré de nouvelles recherches dans le traitement de la maladie génétique qui avait failli les emporter. « C'est incroyable comme vos histoires changent des vies », commenta-t-il en regardant Julia jouer avec d'autres enfants dans le jardin. Le protocole que nous avons développé à partir de votre expérience a déjà sauvé 3 autres familles cette année. La fête battait son plein lorsqu'Ava demanda l'attention de tous. Son cœur battait fort alors qu'elle se préparait à faire une annonce qu'elle réservait pour ce moment spécial. Charles et Julia s'approchèrent, curieux de ce qui allait venir. « Il y a un an, » commença Ava, sa voix claire et émue, « j'étais perdue dans les rues, croyant avoir tout perdu avec le départ d'Emma. Mais le destin, ou peut-être mon petit ange, avait d'autres plans. » Elle marqua une pause, son regard croisant celui de Julia. « Aujourd'hui, je veux annoncer qu'en mémoire d'Emma et en célébration de notre famille réunie, je crée la fondation Emma Montrose. » Un murmure de surprise et d'approbation parcourut les invités. Charles serra la main de sa sœur, ses yeux brillants de fierté et d'émotion. « La fondation, » continua Ava, sera dédiée à aider les familles confrontées à la même maladie qui a presque emporté Julia et Emma. Nous travaillerons en partenariat avec le Dr Collins et son équipe pour qu'aucune famille n'ait à choisir entre sauver ses enfants et garder un toit. Julia courut pour étreindre sa tante, des larmes de joie coulant sur son jeune visage. Emma serait si fière, murmura-t-elle. Maintenant, d'autres enfants auront la chance qu'elle n'a pas eue. Charles prit la parole ensuite, sa voix étranglée par l'émotion. En tant que président de Montrose Enterprises, j'annonce que notre entreprise sera le principal bienfaiteur de la fondation. Il est temps d'utiliser notre fortune pour faire la différence que notre père a toujours voulu mais n'a jamais su comment. Le docteur Collins s'approcha du petit groupe familial, les yeux brillants de larmes retenues. La science nous a montré le chemin, dit-il,
mais c'est votre amour qui a tout rendu possible. Cette fondation sera une lueur d'espoir pour de nombreuses familles. Alors que le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de nuances de rose et d'or, les invités se rassemblèrent autour du lac pour un moment spécial. Julia, tenant un petit bateau en papier décoré de fleurs blanches, s'agenouilla au bord de l'eau. « C'est pour toi, cousine Emma, » dit-elle doucement en déposant le bateau sur l'eau. « Merci d'avoir envoyé ta maman pour nous sauver, pour avoir fait de nous une famille. » Ava et Charles observèrent, main dans la main, alors que le petit bateau glissait doucement sur le lac, portant une bougie allumée qui brillait comme une étoile sur l'eau sombre. C'était un moment d'harmonie parfaite, où passé et présent, douleur et joie, perte et retrouvailles, convergèrent dans ce jardin qui avait été témoin de tant de miracles. « Tu sais, » murmura Charles en enlaçant les épaules de sa sœur, « parfois je pense que c'est papa qui t'a envoyé à notre porte cette nuit de tempête, son dernier cadeau pour nous. » Ava sourit en regardant Julia courir avec d'autres enfants autour du lac, son rire résonnant dans la nuit qui approchait. Je pense qu'ils étaient tous là, papa, Emma, maman. Chacun a joué un rôle pour nous rassembler. La nuit s'étira, mais personne ne semblait vouloir mettre fin à la célébration. Les lumières du jardin créèrent une ambiance magique où des histoires furent partagées, des liens renforcés, et des projets pour l'avenir furent tissés de fils d'espoir et d'amour. Avant de partir, le docteur Collins fit une dernière annonce qui remplit tout le monde de joie. L'équipe de recherche avait réalisé une percée significative dans le traitement de la maladie, inspirée par le cas unique d'Ava et de Julia. Votre compatibilité improbable a ouvert des portes dont nous ignorions l'existence, expliqua-t-il. Nous sommes sur la voie de rendre cette maladie chose du passé. Plus tard, lorsque la plupart des invités étaient déjà partis, Julia trouva Ava assise seule près du lac, observant le reflet des étoiles sur l'eau. « Tante » appela-t-elle doucement en s'asseyant à côté d'elle. « Tu crois que je pourrai un jour rencontrer Emma ?» Ava serra sa nièce contre elle en déposant un baiser sur ses cheveux noirs. « Elle est toujours avec nous, ma chérie, dans chaque fleur blanche que nous plantons, dans chaque vie que la Fondation aidera, dans chacun de tes sourires. » Charles les rejoignit avec des tasses de chocolat chaud. La nuit était fraîche, mais leur cœur était réchauffé par l'amour qu'ils partageaient. « À notre famille, » proposa-t-il, levant sa tasse, « à ceux qui sont ici et à ceux qui nous guident de là-haut. »« À la famille, » répondirent Ava et Julia en chœur, leurs tasses s'entrechoquant doucement sous la nuit étoilée. Le jardin des Montraux avait été témoin de nombreuses histoires au fil des années, amour, perte, secrets et révélations. Mais cette nuit-là, sous les étoiles de ce soir spécial, il fut témoin de quelque chose d'encore plus précieux, une famille qui avait retrouvé le chemin de la maison à travers les tempêtes les plus sombres, guidée par un amour qui transcende même la mort. Et quelque part, au-delà des étoiles scintillant au-dessus du jardin, Emma souriait, sachant que son départ n'avait pas été vain, il avait ouvert la voie à un miracle plus grand que quiconque aurait pu imaginer, un miracle appelé famille. 3 mois après la guérison complète de Julia et d'Ava, le manoir Montraux bourdonnait d'une activité inhabituelle. Charles avait convoqué une réunion urgente avec son équipe d'administrateurs et le docteur Collins dans le bureau principal. Des plans architecturaux couvraient la grande table en acajou, tandis que des projections montraient le projet qui avait occupé ses pensées pendant des semaines. « Voici le centre de traitement Montraux pour les maladies rares », expliqua Charles, les yeux brillants de détermination en désignant les plans. « Nous utiliserons le terrain attenant au manoir, celui que mon père avait toujours destiné à l'expansion de l'entreprise familiale. » Ava, qui vivait désormais dans le manoir avec son frère et sa nièce, observa les plans avec des larmes dans les yeux. Le projet comprenait non seulement des ailes de traitement équipées des dernières technologies, mais aussi des espaces accueillants pour les familles qui, comme elle autrefois, n'avaient pas les ressources nécessaires pour lutter contre la maladie. Le centre aura la capacité d'accueillir 50 patients simultanément, continua Charles. Plus important encore, il sera complètement gratuit pour les familles qui ne peuvent pas se permettre le traitement. Le docteur Collins, qui était devenu non seulement le médecin de la famille mais aussi un ami proche, examina les détails techniques du projet avec approbation. Avec cette structure, nous pourrons étendre nos recherches sur la maladie qui a touché Emma et Julia. Chaque cas nous aidera à mieux comprendre comment la combattre. Julia, qui jouait dans le jardin, accourut au bureau en entendant les voix animées. « Puis-je voir aussi ?» demanda-t-elle en s'approchant de la table. Ses yeux parcoururent les dessins jusqu'à s'arrêter sur une zone spécifique. « Qu'est-ce que cette partie ici ?»« Ce sera l'aile Emma », répondit doucement Ava en serrant sa nièce dans ses bras, un espace dédié spécialement aux enfants en traitement, avec une bibliothèque, une salle de jeu et un jardin thérapeutique comme le nôtre.
Charles observa l'interaction entre sa sœur et sa fille, le cœur plein. En quelques mois seulement, elles avaient développé un lien si fort qu'il était parfois difficile de croire qu'elles n'avaient pas grandi ensemble. Ava, appela-t-il. J'ai une proposition pour toi. Tout le monde dans la pièce se tourna vers Charles, qui prit une profonde inspiration avant de continuer. Je veux que tu sois la directrice d'accueil du centre. Personne ne pourrait mieux que toi comprendre et soutenir les familles qui arriveront ici. Ava sentit ses jambes se dérober, ayant besoin de s'appuyer contre la table. Moi, murmura-t-elle, mais je n'ai aucune formation médicale. Tu as quelque chose de plus important, intervint doucement le docteur Collins. Tu as l'expérience vécue. Tu connais chaque aspect de ce parcours, la douleur, la peur, l'espoir. Tu pourras guider ces familles comme personne d'autre ne le pourrait. La construction du centre commença la semaine suivante. Chaque jour, Julia et Ava visitaient le chantier, observant les murs s'élever et les espaces prendre forme. Souvent, elles s'arrêtaient devant la future Emma, imaginant combien de vies y seraient transformées. « Tante, » dit Julia un après-midi en observant les ouvriers installer les grandes fenêtres, « tu penses qu'Emma est fière de ce qu'on fait ?» Ava serra sa nièce, levant les yeux vers le ciel bleu au-dessus d'eux. « Je suis sûre qu'elle l'est, ma chérie. Chaque vie que nous sauverons ici sera une manière de maintenir en vie l'amour qu'elle nous a enseigné. » Dans son bureau, Charles finalisait les derniers détails financiers du projet. Il avait décidé d'investir une grande partie de la fortune Montreux dans le centre, assurant ainsi son fonctionnement à long terme. « C'est le meilleur usage que nous puissions faire de cet argent, » expliqua-t-il lorsque ses conseillers remirent en question l'investissement. « Nous transformons un héritage financier en un héritage de vie. » 6 semaines plus tard, le centre était pratiquement prêt. Le bâtiment de 3 étages se dressait majestueusement à l'arrière du manoir, ses lignes modernes s'harmonisant parfaitement avec l'architecture classique de la maison principale. Au rez-de-chaussée, l'accueil était déjà aménagé, dominé par un grand panneau arborant le symbole du centre, un lys blanc stylisé. « C'est encore plus beau que dans les plans », commenta Ava en admirant son nouveau lieu de travail. Son bureau, stratégiquement situé près de l'entrée principale, offrait une vue sur le jardin thérapeutique, une réplique agrandie du jardin où elle et Julia avaient entamé leur rétablissement. Le docteur Collins avait déjà sélectionné l'équipe médicale qui travaillerait au centre, des professionnels dévoués et compétents, dont beaucoup étaient spécialistes des maladies rares. « Nous commencerons avec 10 patients, » expliqua-t-il lors de la dernière réunion avant l'inauguration, et nous étendrons progressivement à mesure que l'équipe s'ajustera. La veille de l'inauguration, Charles trouva Ava seule dans l'aile et main, organisant des livres sur les étagères de la bibliothèque pour enfants. « À quoi penses-tu » demanda-t-il en remarquant son regard lointain. « À quel point la vie peut boucler la boucle » répondit-elle en tenant un livre d'histoire. « Il y a quelques mois, j'étais dans la rue, désespéré, croyant avoir tout perdu. Maintenant, j'ai une famille, un but, une chance de transformer notre douleur en espoir pour les autres. » Charles serra sa sœur dans ses bras, tous deux observant le coucher de soleil à travers les grandes fenêtres. « Emma nous a guidés jusqu'ici, » dit-il doucement, « et maintenant, à travers ce centre, son amour continuera de sauver des vies. » Le matin de l'inauguration, une petite foule s'était déjà rassemblée devant le centre, des familles avec des enfants malades, des médecins, des autorités et des journalistes, tous impatients de découvrir ce nouveau phare d'espoir qui émergeait dans la ville. Julia, vêtue d'une délicate robe bleue, se tenait aux côtés d'Ava lorsque Charles se prépara à couper le ruban inaugural. « Ce centre, » commença-t-il, la voix chargée d'émotion, est né d'une histoire d'amour, de perte et de rédemption. Ici, aucune famille n'aura à choisir entre sauver ses enfants et garder un toit au-dessus de leur tête. Ici, l'espoir sera gratuit. Les portes s'ouvrirent et le premier groupe de patients entra, guidé par Ava. Ses yeux croisèrent ceux d'une jeune mère portant une petite fille, le même regard de désespoir qu'elle-même avait un jour porté. « Bienvenue au centre Montreux », dit-elle en tendant la main pour les accueillir. « Ici, vous n'êtes plus seuls. » Le docteur Collins observa la scène avec satisfaction professionnelle et une émotion personnelle profonde. Le centre représentait non seulement une avancée dans le traitement des maladies rares, mais une révolution dans la manière de soigner, où la médecine et la compassion marchaient main dans la main. Julia circulait parmi les visiteurs, sa présence vive et en pleine santé étant la preuve la plus éloquente que les miracles étaient possibles. Elle s'arrêta devant le grand panneau avec le lys blanc, touchant doucement la fleur qui symbolisait sa cousine Emma. « Merci, » murmura-t-elle, « de nous avoir amenés ici. » Et ainsi, le centre de traitement Montreux ouvrit ses portes non seulement comme un hôpital, mais comme un sanctuaire d'espoir,
un lieu où l'amour d'une jeune fille partie trop tôt continuerait à toucher des vies, à travers les mains de sa mère, l'amour de sa tante et la détermination d'une famille qui avait appris que les plus grands miracles naissent des plus grandes douleurs. Un mois après l'ouverture du centre Montreux, le jardin thérapeutique s'épanouissait d'une exubérance qui semblait refléter le succès de l'institution. En cet après-midi d'automne paisible, Ava marchait parmi les parterres de lys blanc, guidant doucement une jeune patiente qui ressemblait à Emma dans ses jours les plus sains. « Tu vois comme les fleurs sont fortes », expliqua-t-elle à la petite, « elles poussent même quand le temps n'est pas bon, tout comme toi. » L'enfant sourit, ses yeux brillant d'une espérance qu'Ava reconnaissait bien. C'était la même lueur qu'elle voyait désormais chaque jour dans les yeux des patients qui arrivaient au centre. Depuis son bureau au 2e étage, Charles observait la scène à travers la fenêtre panoramique. Le centre avait déjà accueilli 20 patients en son premier mois, et les premiers résultats étaient prometteurs. Le docteur Collins et son équipe avaient mis au point des protocoles de traitement personnalisés, combinant l'expérience acquise avec Julia et les découvertes scientifiques les plus récentes. Julia, qui passait désormais ses après-midi après l'école à aider à la bibliothèque des enfants du centre, était devenue une sorte de mascotte pour les jeunes patients. Son histoire de guérison inspirait l'espoir, et sa présence joyeuse apportait de la lumière même dans les jours les plus sombres. « Oncle Charles » appela une voix enfantine, interrompant ses pensées. C'était Mariana, une des premières patientes du centre, courant vers lui avec un dessin dans les mains. « Regarde ce que j'ai fait, c'est tante Ava dans le jardin avec Emma. » Charles prit délicatement le dessin, remarquant comment la fillette avait capturé l'essence du lieu. Des lys blancs partout, et au centre, 2 figures se tenant par la main sous un grand soleil souriant. Voilà comment les enfants voyaient Ava, comme un ange gardien portant l'esprit d'Emma. Le docteur Collins entra dans le bureau avec d'autres bonnes nouvelles. Les derniers tests montraient que le traitement expérimental, désormais affiné et perfectionné, donnait des résultats encore meilleurs que prévu. C'est comme si chaque patient nous apprenait quelque chose de nouveau, expliqua-t-il, les yeux brillants d'enthousiasme scientifique. Nous ne faisons pas que traiter la maladie, nous apprenons aussi à la prévenir. À la fin de cet après-midi-là, la famille se réunit dans le jardin pour leur rituel quotidien. Ava, Charles et Julia s'assirent sur le banc près du petit lac, où un lys blanc flottait sereinement sur l'eau. C'était leur moment de gratitude pour une nouvelle journée de miracle. « J'ai reçu une lettre aujourd'hui », dit Ava en sortant une enveloppe de sa poche. C'est d'une mère qui a perdu sa fille à cause de la même maladie qui a emporté Emma. Elle a entendu parler du centre et elle vient faire du bénévolat avec nous. Ses mains tremblaient légèrement en tenant la lettre. Elle dit qu'elle a enfin trouvé un sens à sa douleur. Julia serra sa tante dans ses bras, comprenant plus que son âge ne le suggérait. « C'est comme ça qu'Emma continue de vivre », dit-elle doucement. « À travers chaque vie que nous sauvons ici, chaque famille que nous aidons. » Charles observa sa famille avec un cœur débordant de gratitude. Le destin avait transformé sa plus grande tragédie en un cadeau inestimable. Non seulement il avait retrouvé sa fille, mais il avait découvert une sœur et un but bien plus grand que n'importe quelle richesse matérielle ne pouvait acheter. « Vous savez, dit-il, rompant le silence contemplatif, parfois, je pense que tout cela a été orchestré par quelqu'un de bien plus sage que nous. Comme si Emma et papa étaient là-haut, déplaçant les pièces pour nous rassembler et créer quelque chose de plus grand que nous-mêmes. » Le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de nuances de rose et d'or. Dans le jardin, les lys blancs semblaient rayonner d'une lumière propre, comme de petites étoiles terrestres gardant les histoires d'amour, de perte et de rédemption qui avaient donné vie au centre Montreux. « La douleur ne disparaît jamais complètement, » murmura Ava en regardant le ciel, « mais nous avons appris à la transformer en amour, en espoir pour les autres. » Et ainsi, d'une certaine façon, Emma continue de vivre à travers chaque sourire que nous aidons à retrouver, chaque vie que nous aidons à sauver. Une douce brise parcourut le jardin, faisant balancer les lys doucement. Pour ceux qui savaient écouter avec leur cœur, il était possible d'entendre le rire d'une petite fille résonner parmi les fleurs, l'esprit d'Emma vivant à jamais dans ce lieu où l'amour avait transformé la plus grande des tragédies en le plus beau des miracles. Et ainsi, sous un ciel crépusculaire peint de lumière, la famille Montreux trouva la paix, non dans l'oubli de la douleur, mais dans sa transformation en quelque chose de beau et de significatif. Le centre continuerait de croître, sauvant des vies et répandant l'espoir, un témoignage vivant que l'amour, même à travers la perte, a le pouvoir de guérir et de transformer non seulement les cœurs, mais le monde entier.